C'est bon. J'arrête Là, il m'a demandé l'enregistrement. si j'avais une source vidéo, mais j'ai dit non. Ok, donc bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Art Talk. Je suis Mandrin Godez, en compagnie de mes deux acolytes Anaïs et Rose. Bonjour. Coucou. Et vous pouvez, déjà merci d'être présent avec nous chaque semaine. N'hésitez pas à partager l'épisode si il vous plaît, s'il vous plaît pas aussi, pour dire que c'est nul. Partagez-le, montrez à quel point c'est nul. Et vous pouvez nous rejoindre et venir nous dire que c'est nul sur Discord, sur Twitter et sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Et aujourd'hui, on reçoit Monsieur Sylvain Sarail. Bonsoir Sylvain. Hello tout le monde. Donc, Alors, merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait vraiment super plaisir de venir. Ouais, c'est super, c'est trop bien. On est fan. J'écoute plein de podcasts, donc j'aimerais bien aussi en fabriquer quelques-uns, en fournir quelques-uns. Ouais, je comprends. Plus t'écoutes de podcasts et plus t'es là genre, mais moi aussi je pourrais faire cela. C'est ça. Donc, why not? Ouais, c'est plus une idée de contribuer un minimum quoi, par rapport à tout ce que j'écoute. Bah ouais, on a tous des trucs à partager, mine de rien. Et, oui. Ouais. Et du coup, on va te donner cette opportunité maintenant. Partage-nous un peu ton parcours, ta vie. Qui es-tu? Moi, je suis quelqu'un qui est toujours resté dans le sud de la France. J'ai jamais trop bougé. D'accord. Par rapport, si on parle de façon générale par rapport au dessin, en fait, moi, ça a été un peu le trauma très rapidement, le dessin dès mes 3-4 ans, en fait. Déjà par rapport au dessin animé japonais qui passait sur TF1 à l'époque du Club Dorothée. Où c'était ancré quand j'ai vu ça que c'était ce que je voulais faire, un peu comme un shonen japonais quoi. Et en plus de ça, c'est que même si on me proposait un autre boulot alternatif, je disais fabricant de jouets. Parce qu'en fait, moi, je voulais que faire les trucs qui me fassent plaisir. C'est-à-dire donc les dessins ou les jouets. Quoi. Enfin, j'ai jamais trop compris les enfants qui voulaient être pompiers ou policiers ou ingénieurs parce qu'en fait, c'était du travail. Quoi. Alors que pour moi, il était hors de question de pas faire un truc fun plus tard. Quoi. Je vois. Ça me rappelle quelque chose. Malgré tout, voilà, j'ai dessiné quand même assez tôt, mais je me suis jamais considéré comme quelqu'un qui avait vraiment un talent par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression de faire partie des gens qui, s'il y a une forme de génie, c'est plutôt dans la persévérance et l'effort, en fait. Oui, c'est l'acharnement. Ouais, c'est ça, une espèce d'acharnement constant. C'est-à-dire que quand j'en voyais des fois en cours de dessin, certains qui tombaient des visages hyper réalistes, limite à la Rembrandt, alors que moi, j'étais encore à faire des personnages avec des gros nez et à pas réussir à m'en sortir avec, quoi. J'étais assez frustré. Mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps à analyser tout ça un peu plus tard. Mais ouais, globalement, en fait, moi, j'ai fait que dessiner depuis que je suis tout petit. Ensuite, il y a eu les jeux vidéo qui sont arrivés dans ma vie, donc c'était tout un mélange, c'est-à-dire les arts numériques et tout ça. C'est-à-dire que j'en avais pas à disposition pour pratiquer, mais c'était déjà un truc qui me fascinait, et en particulier l'arrivée de la 3D. Les premiers trucs dont on pouvait parler, c'était les festivals, le festival d'Imagina, qui était le festival de l'animation 3D, qui a démarré. Il n'y avait pas encore eu Toy Story. Moi ça me rendait complètement dingue l'idée qu'on puisse faire du volume à partir de rien en fait. C'est-à-dire déjà la stop motion ça me fascinait, mais alors faire du volume de l'image numérique complètement virtuelle, c'était un truc qui me rendait complètement dingue. Il y a Toy Story qui est arrivé, moi en plus j'étais à fond dans la bande dessinée, donc j'ai un peu essayé de toucher à tout. Je me suis mis vachement très tôt dans la bande dessinée parce que j'ai participé à des fanzines. J'en ai même fait tout seul quand j'étais au primaire et ce genre de choses. Mais après, me suis retrouvé dans des ateliers de fanzina au collège. Et en parallèle, là, le numérique est arrivé. J'ai commencé à pouvoir toucher au pixel art et j'ai fait des petits jeux vidéo de mon côté. Internet est arrivé, je les ai balancés sur le web. Et au fur et à mesure, je me suis formé de plus en plus de trucs. J'ai piraté Photoshop à 16 ans. Et j'ai commencé à essayer d'apprendre un maximum de trucs de tous les côtés. Tout ça en bousillant ma scolarité classique en fait, au grand détriment de mes parents quoi, qui m'imaginaient peut-être, je sais pas, ingénieur ou médecin quoi. Mais voilà, j'ai pas arrêté de redoubler plein de fois, mais au final j'ai eu la chance ensuite de pouvoir faire une école d'animation 3D. Dans le sens où en fait j'ai eu plusieurs moments d'inspiration, c'est-à-dire que pendant très longtemps la 3D me fascinait quand j'étais petit, mais après c'était l'animation japonaise qui était de retour dans mes obsessions. Et donc, quand j'ai commencé mes études supérieures, je m'étais dit, moi, je vais faire que de la 2D. De toute façon, la 3D, je trouve ça trop froid et pas spécialement intéressant. Et je comptais faire que les 2 premières années de l'école, qui était plutôt une formation en fait de designer graphique.
pour vite me lancer dans l'illustration d'un point de vue personnel ou dans la bande dessinée. Et j'ai eu la chance d'avoir un excellent prof de 3D qui nous a fait une initiation de 2 semaines qui était excellente. Et en fait, j'ai persévéré avec 1 année de plus. Donc c'était une formation en 3 ans dans une école qui s'appelle l'ETPA et qui a été rachetée par l'ESMA. Donc maintenant, c'est l'ESMA Toulouse, en fait, l'équivalence. Donc là, j'ai pratiqué la 3D en plus de la 2D et en fait, j'y ai vu un outil assez extraordinaire de pouvoir mélanger en fait tous les médiums, c'est-à-dire comment mélanger du tradi, de la 3D, ce genre de choses. J'ai expérimenté plein de choses de ce côté-là, essayé en gros flemmard que je suis. J'ai toujours eu l'impression d'être un flemmard parce qu'en fait, j'essaie toujours de trouver des solutions pour pas faire des tâches corvéables dans le dessin. Et donc la 3D, ça a été vraiment génial pour tout ce qui était la perspective, la profondeur, commencer à réfléchir des choses autrement que en dessinant des milliers de grilles de perspectives en 2D, ce genre de choses. Donc voilà, de façon générale, au niveau des études, je me suis beaucoup auto-formé à l'illustration et à la bande dessinée, et tout ça de façon complètement autodidacte depuis que je suis petit. Et par contre, les vraies formations supérieures m'ont appris la technique 3D. Plus, ça a été l'occasion aussi surtout d'expérimenter tout ce qui était la narration animée, ce genre de choses, le storyboard et tout ce que ça implique. Puis découvrir aussi surtout les dizaines de logiciels qui allaient commencer à dominer le marché progressivement. Parce que c'était vers 2008 à peu près tout ça. Donc voilà, c'est au niveau de ma formation, je suis plutôt formation animation 3D en ayant quand même malgré tout des bases d'animation 2D et surtout comme j'ai beaucoup pratiqué la bande dessinée, c'est-à-dire j'ai également un sens au niveau de la narration. Le seul problème dans tout ça, c'est que je maîtrisais pas énormément les bases académiques du dessin. La 3D, à force de faire la 3D, j'ai pu réussir à assimiler le rapport au volume, à l'ombre portée, tout ce genre de choses, c'est-à-dire les spéculaires, à pouvoir réussir à le traduire. À force de le faire en 3 dimensions de façon en quelque sorte avec des lumières réelles, j'ai réussi à commencer à le traduire de façon stylisée. Et j'ai également, en plus des cours, sur mes premières années professionnelles, j'ai fait énormément de modèles vivants pour essayer de rattraper tout le bagage académique qui me manquait de façon générale. Donc voilà de façon générale par rapport aux études, comment moi je me suis plongé dedans. Je ne sais pas si déjà vous avez des questions par rapport à tout ça, mais non, bah déjà on va te laisser. On te laisse dérouler, puis vas-y. Ouais. Ok. Ouais, donc voilà, moi j'avais aussi un rapport assez passionné et puis des fois un peu immature, c'est-à-dire que je suis passé par différentes vagues d'influence, c'est-à-dire au départ c'était que l'animation japonaise, ensuite ça pouvait être simplement la bande dessinée, ce genre de choses, j'avais mes petites obsessions et heureusement à la sortie des études j'ai essayé de commencer à réfléchir comment synthétiser tout ce que j'aimais, comment éviter aussi de le recracher de façon immature, parce que c'est le principal problème je pense des étudiants en art appliqué, c'est-à-dire on se surinfluence déjà dans une promo par rapport à des tas de trucs très tendance, parce que j'imagine que maintenant dans les écoles ils doivent être tous complètement à donf sur Spider-Verse et ça doit devenir la seule école à suivre ou ce genre de choses, alors que 5 ans avant l'obsession c'était Blizzard, Warcraft et tout ça, ou Overwatch, c'est-à-dire il y a tout ce genre de choses. Moi j'essaie malgré tout de m'en distancier par rapport à ça, surtout qu'il n'y avait pas encore à fond la dominance de la culture geek, c'est-à-dire que moi dans ma classe les gens étaient plus obsédés par l'idée de faire du photoréalisme en 3D, c'est aussi un petit peu ce qui m'a aidé. Parce que là, en fait, c'est aussi une réflexion personnelle, mais la culture geek, c'est quelque chose qui peut vraiment se cannibaliser et qui peut devenir vraiment écœurant. Enfin, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu un léger rejet de façon générale, c'est-à-dire que c'est peut-être des fois un milieu qui est vraiment dans un vase clos, des fois, qui ne veut pas sortir de ses références et de sa nostalgie aussi, ce genre de truc. Mm-hmm. Et il y a quelque chose qui m'a grandement aidé pour passer au-delà du rapport passionnel et d'influence et de nostalgie, c'est qu'en fait, toujours en mode flemmard, moi j'ai pas voulu aller à Paris à la fin de mes études parce que, c'est-à-dire avant les années 2010, c'est-à-dire vers 2008-2009, c'était quasiment impossible en province de réussir à trouver un studio pour travailler, c'est-à-dire dans l'animation 3D ou en art appliqué. C'est-à-dire, il y avait peut-être un peu de travail pour tout ce qui est les designers graphiques, c'est-à-dire logo, chart graphique, ce genre de choses, qui n'était pas du tout ma came. Mais tout ce qui était dans l'industrie du divertissement, il y avait quasiment aucun studio, à part peut-être à Lyon, il y avait des studios de jeux vidéo. Il y avait également Montpellier qui commençait à grossir avec les studios d'Ubisoft qui commençaient à créer des studios satellites autour d'eux. Mais j'en étais pas encore là, quoi, moi, de ce côté-là. Et j'étais surtout pas prêt à bouger à Paris parce que j'ai fait quelques entretiens et c'était
c'est vraiment horrible. C'est-à-dire que c'est des gens en plus, c'était des grosses boîtes, c'était Vivendi, ce genre de choses. C'était ceux c'est-à-dire, il y avait Activision et tout ça. J'ai fait des entretiens et ils proposaient juste des SMIC pour vivre dans les conditions de vie parisiennes, avec en plus des gens qui te foutent la pression pendant les entretiens d'embauche, ce genre de choses. Enfin, ça sentait déjà le rapport de travail très toxique. En fait. Oh ouais, dis donc, ça vend du rêve. Ouais, je vois. Ouais, moi je me suis défini un petit mantra, c'est-à-dire je préfère être chômeur en province qu'au smicard à Paris, en fait. C'était le truc que je m'étais donné, quoi. Il y a de ça. T'as tellement raison. Et finalement, ça m'a apporté plutôt de chance parce que tous les gens de ma promo sont partis, ils ont foncé à Paris, essayer de faire des stages, des stages à rallonge, je sais, 6 mois, puis 2 mois, puis 2 mois, puis 2 mois, puis ensuite il a trouvé un CDD de 1 mois et ainsi de suite, enfin un mois de survie. Moi, j'ai un petit peu galéré, j'ai fait un stage à Toulouse dans une agence. C'était vraiment nul à chier, hein. C'était de la PLV, c'est-à-dire de promotion sur lieu de vente, c'est-à-dire faire des vidéos pour Leclerc et ce genre de trucs. Mais voilà, ça s'est déroulé en 2 mois et c'était dans une ambiance caméra café assez horrible. Je partais, je faisais quasiment le travail de l'infographiste à sa place, en fait, parce que lui, on avait commencé à le mettre sur un autre projet, donc en fait, c'était un emploi maquillé, clairement. J'étais pas dans le stage, j'ai pas été formé ni quoi que ce soit, c'est-à-dire j'ai pris le relais sur quelqu'un sur After Effects. Et pour vous donner un exemple, c'est qu'à partir, par exemple, à 18h30, alors que normalement la journée finissait bien avant, quand je partais à 18h30, on commençait déjà à me faire des réflexions en tant que stagiaire, en fait, à me dire que si je voulais espérer être embauché, il fallait que je montre plus de motivation. Et ça, c'était mon chef qui était infographiste qui me disait ça et qui lui-même se plaignait qu'il avait 30 ans passés et qu'il n'avait toujours pas dépassé les 1 200 € par mois. Donc, non, j'ai pas envie d'être embauché, en fait. Ouais, voilà. Je motive. Je vois. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que j'ai pu voir aussi le mode de travail qui ne m'intéressait pas, c'est-à-dire de faire croire que, quel que soit le travail qu'on offre, on devrait déjà s'estimer content d'en avoir. C'est un truc que je trouve assez débile. C'est-à-dire, moi, je préfère faire des inventaires la nuit et bosser un peu au McDo et bosser sur mes propres projets plutôt que me dégoûter de mon boulot à temps plein pour en plus un salaire pas spécialement réjouissant, quoi. Le but, c'est pas non plus d'avoir une obsession pécuniaire, mais c'est-à-dire que si en plus les conditions de travail, c'est sur un rapport qui est hyper morose et néfaste, moi, je pense que j'étais aussi un petit peu orgueilleux, mais c'est-à-dire j'avais confiance en mes compétences, ce genre de choses, pas dans le sens où j'allais changer le monde, mais c'est-à-dire j'ai pas envie de me bousiller dans ce genre de contexte, surtout pour en ressortir aigri ou ce genre de choses, quoi. Ouais. Et donc après ça, j'ai fait un petit chômage où j'ai pu travailler. Enfin, j'étais au chômage. J'ai bossé un petit peu au black sur certains petits trucs, mais d'ailleurs pour mes anciens maîtres de stage, qui étaient bien embêtés de plus avoir de stagiaires pour faire le boulot que je faisais avant. Au bout de 8 mois, j'ai trouvé un boulot dans une agence d'architecture pour faire de la 3D, pour modéliser les résidences pour les vues promotionnelles, pour faire des films aussi dedans, pour balader la caméra, pour vendre ça aux mairies, pour filer ça aux promoteurs, ce genre de choses. Moi, l'architecture, j'y connaissais rien du tout. Bon, après, c'était pour faire de l'architecture, les résidences un peu à la con, monnaie de croix qu'on voit sur les bords des zones industrielles ou ce genre de trucs. C'est-à-dire les résidences qui sont pas spécialement moches maintenant, mais qui vont très mal vieillir, quoi. Les trucs faits par les promoteurs immobiliers pour foutre un maximum de T1 et de T2 dedans au lieu de faire des grands appartements, quoi. Et bon, c'était assez cynique comme système de toute façon, mais malgré tout, j'ai pu en fait me sensibiliser pendant 2 ans en fait à l'architecture, c'est-à-dire à comprendre le rapport fonctionnel des choses, à redescendre du côté de l'obsession de la fiction qu'on trouve souvent dans le monde geek, revenir aussi sur un rapport de design, d'élégance, un peu de feng shui, c'est un peu con à dire, mais de contemplation, c'est-à-dire de mettre en avant les volumes, de mettre en avant l'architecture, et donc en fait de mettre en avant des choses qui sont pas forcément belles à la base, mais c'est-à-dire c'est le regard qu'on va poser dessus qui va être intéressant plutôt que le sujet lui-même. Donc c'est-à-dire quand on me filait une résidence toute moche et en forme de blocos, comment la mettre en avant de façon intéressante. Bon, alors après, il y avait tout un tas de contraintes parce que j'essayais de faire des images assez épurées, assez jolies, mais les mecs du marketing arrivaient toujours pour me dire mets une grosse bagnole devant, mets un mec avec un polo sur les épaules, mets des blonds aux yeux bleus, mais pas des gens qui ont l'air latinos, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Yes, bonne ambiance. On est content.
Ouais. En parallèle, j'ai quand même pas mal. C'est-à-dire, je rentrais le soir et je faisais mes pages de BD. J'étais complètement. J'étais en mode hyper productif. Typiquement, quand on a 20 piges, c'est-à-dire après le boulot, j'avais tellement de motivation à vouloir changer de boulot que je me faisais mon deuxième boulot perso en continuant de remplir mon portfolio, en faisant ma bande dessinée. En parallèle, cette bande dessinée, en fait, ça m'excitait tellement de la produire, pas forcément pour les lecteurs et tout ça, mais c'est-à-dire que j'ai transformé cette BD en un projet plus global, c'est-à-dire qu'en fait, je faisais des concept art pour ma bande dessinée. Au départ, c'était en fait les couvertures de chapitres, et en fait, je me suis rendu compte que je m'amusais beaucoup plus à faire les couvertures de chapitres, à réfléchir la scénographie de la bande dessinée, à réfléchir ses environnements, à tout le travail laborieux en fait de l'exécution, en fait, de faire des pages propres avec des bulles et tout ça. C'est-à-dire que la bande dessinée, c'est quand même un travail très répétitif. Non, justement, c'est très varié, mais ça. C'est hyper challengeant. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des contraintes de rythme, ce genre de choses, tu peux pas. C'est-à-dire, par exemple, faire des bulles, le texte, l'association texte-image, ce genre de choses, c'est énormément de dessins dans une seule page déjà. Il faut que tout soit clair, tout soit décomposé, soit très fluide. Il faut penser à énormément de choses. Mais en même temps, je le conseille à tout le monde parce que c'est un excellent exercice, justement. C'est-à-dire que ça nous force à changer de point de vue tout le temps, à arrêter d'avoir les mêmes réflexes de cadrage, à être obligé, vis-à-vis du scénario, de commencer à dessiner des choses auxquelles on n'est pas habitué, ainsi de suite. Mais voilà, c'est-à-dire que j'étais en mode hyper-productivité, c'est-à-dire en journée, c'était le boulot en agence d'architecture et le soir, bande dessinée, quoi. La boîte était gérée par une bande de cinglés, un peu en mode Bernard Tapie 2.0, quoi. Enfin, des fous furieux. Il y a eu... et en fait, moi, j'avais envie de démissionner. J'avais vraiment envie de partir, en me disant, c'est bon, j'ai déjà fait déjà 1 an et demi dans cette boîte, j'ai déjà de l'expérience. J'aurais déjà ça sur mon CV, et en plus de ça, j'avais pas mal économisé parce que je vivais toujours comme un post-étudiant malgré mon premier salaire. Donc, c'est-à-dire, quand je dis post-étudiant, c'est-à-dire je consommais quasiment rien, donc j'arrivais à me mettre des sous de côté. Et en fait, je m'étais dit, je vais me garder de l'argent pour me faire 1 an à travailler mon portfolio tranquillou. Et c'était un peu ma stratégie. Et heureusement, j'ai un ami qui bossait dans une banque qui m'a dit ne démissionne pas tout de suite, ta boîte va couler, tu vas toucher le chômage. Il était au courant de ce qui se passait dans les comptes en question, quoi. Et effectivement, au bout de 2 ans et demi, la boîte a été fermée avec en plus... c'était assez dingue comme histoire parce qu'en fait, c'est avec 35 millions d'euros de dette plus 1 an de prison pour le patron. Non. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça a été 2 ans d'histoire fascinante. Ouais. À assister, c'est-à-dire, je sais pas si vous voyez The Office, mais Ouais, d'accord. Je vois très très bien, ouais. Dans ce genre-là, mais en mode hardcore et rock'n'roll, c'est-à-dire avec de la cocaïne, quoi. Voilà. Ça devait être... Et en fait, ça a été un peu une bénédiction. C'est-à-dire que tous les gens étaient tristes quand j'ai dit que j'étais au chômage, mais en fait, moi, j'étais heureux. C'est-à-dire les gens comprenaient pas ma réaction. C'est-à-dire parce que j'ai eu la CRP. C'est-à-dire que comme c'était une liquidation judiciaire et que j'avais presque 3 ans d'expérience dans cette entreprise, en fait, j'ai touché 1 an de salaire pendant 1 an supplémentaire. C'est un chômage amélioré pour les gens qui ont leur boîte qui se fait rétamer complètement, en fait. C'est-à-dire c'est un plan de sauvetage, en fait, pour les aider à se retourner, quoi. Et donc j'avais droit à 1 an de salaire plus ensuite 1 an de chômage. Et donc j'avais une conseillère malgré tout qui me suivait, tout ça. J'en ai pas du tout abusé. En fait, moi je lui ai expliqué mon projet, c'était simplement de partir en freelance et qu'il fallait me laisser le temps de me retourner pour remplir mon portfolio. Et elle a tout à fait compris ma démarche. C'est ça qui était super. C'est quelqu'un qui avait compris ce que pouvaient apporter les arts appliqués, que c'était pas un truc de saltimbanque comme peuvent le certains. Surtout que c'était l'explosion des réseaux sociaux et tout. Moi, je lui ai montré mes pages de BD, ce genre de choses, enfin les trucs qui étaient en train d'évoluer de mon côté. Et au bout de quelques mois, il y a quelqu'un qui a posté une annonce sur Café Salé pour monter un atelier à Toulouse. C'était le truc que je rêvais. Moi, les ateliers de mangaka, ce genre de trucs, des gens qui bossent ensemble, mais qui n'ont pas de hiérarchie entre eux, c'est vraiment un truc qui me faisait rêver. Et on s'est rencontrés tous les deux, et en fait, on s'est super bien entendus. Et moi, j'ai ramené 3-4 artistes de mon côté, lui, on a ramené 2 autres, et en fait, on a monté un atelier à 7 personnes ensemble. On a pris des bureaux justement en plein centre de Toulouse. Et j'ai pu montrer ça en plus à ma conseillère Pôle emploi qui était ravie de voir que c'était pas investi n'importe comment, en fait, mon chômage, quoi.
Et donc là, pendant ces 2 ans, en fait, j'ai été très tranquille. C'est-à-dire, j'avais quand même l'obligation d'aller rencontrer les boîtes qui cherchaient peut-être à embaucher. Donc j'ai fait quelques entretiens d'embauche, mais c'était clairement ça repartait sur un salaire encore plus bas que ce que j'avais avant, donc j'avais le droit de refuser en fait tout ça. Donc pendant 2 ans en fait j'ai été super tranquille, c'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent le dire dans le jeu vidéo, des tas de studios de jeux vidéo indépendants ont pu se former grâce à ça, c'est-à-dire grâce au chômage en fait. C'est-à-dire c'est presque une subvention pour aider à construire son projet professionnel suivant, quoi. Clairement. Et donc pendant ces 2 ans, j'ai rempli mon portfolio, j'ai rempli ma BD, surtout j'ai fait plein de pages. Je voulais me lancer à fond dans l'auto-édition, c'était un truc qui me plaisait énormément parce qu'en fait j'avais des échanges avec les éditeurs et c'était lunaire, quoi. C'est-à-dire moi c'est quelque chose maintenant que je déconseille vraiment, c'est d'aller quand on sort de l'école. Quand on n'a pas encore un portfolio avec comment négocier quelque chose de façon importante avec un éditeur, je pense que c'est pas un milieu dans lequel il faut se frotter parce que c'est l'édition de bande dessinée en France ou du livre pour enfants ou même jeu de rôle, voire jeu de société. Pour moi, c'est un milieu qui est ravagé en fait par des ambitions qui sont beaucoup trop En fait, c'est-à-dire que chaque éditeur fonctionne sur le fait d'essayer de noyer l'autre éditeur. Donc, c'est-à-dire qu'il signe énormément de projets, mais que des petits projets. C'est-à-dire que quand on dit un petit projet, c'est donner 3 000 € d'avance sur droit à un auteur pour qu'il travaille pendant 1 an sur sa BD. Et après, on voit si ça se vend bien et s'il y a des retirages ou ce genre de choses. Mais généralement, ça n'est jamais le cas parce que c'est extrêmement dur de vendre un projet BD à 3 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais aucun investissement de communication dedans. Donc, moi, j'ai vite vu venir le piège. Quand les éditeurs me parlaient des projets en question. Donc je me suis, surtout que le pourcentage sur les ventes, ce genre de choses, je me suis dit j'ai tout intérêt à vendre beaucoup moins de BD, mais les vendre moi-même parce que je vais toucher un pourcentage de vente qui sera... c'est-à-dire on passe de 10% sur le prix de vente à 70% en fait. Donc, Donc carrément plus avantageux, quoi. Ah bah c'est clair. Ouais. En fait, c'était aussi le moment où il y avait énormément de réflexions par rapport à l'auto-édition. Il y avait Ulule qui commençait à arriver, il y avait déjà Kickstarter qui commençait. Il n'y avait pas encore des systèmes comme Patreon et tout ça. Mais c'est-à-dire, ça donnait la sensation qu'il y avait un monde à découvrir de ce côté-là, quoi. Il y avait quelque chose à défricher, à essayer. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réussir simplement avec son rapport déjà d'audience, avec sa production continuelle, où il y avait déjà les youtubeurs qui commençaient à démarrer un peu, ceux qui commençaient à devenir pros et tout ça. C'est-à-dire, ça donnait l'impression qu'on pouvait enfin être un petit peu si on avait des qualités d'homme orchestre, de pouvoir commencer à s'en servir et à réussir à se détacher en fait de tout ce monde de l'édition, de tous c'est-à-dire tout ce monde industrialisé qui était un peu compliqué pour les juniors d'un point de vue éditorial en tout cas, quoi. L'obsession aussi de la bande dessinée, ça venait d'un fait, c'est-à-dire que quand j'avais travaillé en groupe et surtout en entreprise, je trouvais que c'était super dur de se mettre d'accord à plusieurs sur des projets artistiques. C'était surtout si on voit les choses de façon extrêmement démocratique. C'est-à-dire que l'investissement n'est jamais le même pour tout le monde. Donc moi, ce que j'aimais dans la bande dessinée, c'était de pouvoir faire un projet artistique, un projet concret de A à Z et tout seul. Donc c'était aussi là-dedans que je me suis lancé. Et je vais complètement revenir dessus parce qu'en fait, je pense que ça a été une erreur de ma part par rapport à mon caractère, où j'ai découvert en fait bien plus tard que je préfère largement le travail en équipe. C'est-à-dire moi, ce qui me plaît énormément, c'est de bosser à plusieurs, mais avec un rapport organisé peut-être un tout petit peu plus hiérarchisé que simplement le groupe d'étudiants qui essayent de monter un jeu vidéo dans leur coin, en fait. C'est-à-dire, c'est de pouvoir mutualiser des expériences tout en gardant l'idée qu'il faut une direction, en fait, dans tous les cas. C'est-à-dire, un projet artistique ne peut pas être complètement démocratique. C'est pas pour rien que, par exemple, Miyazaki, ses films ont une intensité et une personnalité aussi forte. C'est que je pense que, ce que j'ai cru comprendre, c'est un vrai tyran au niveau de la production. Pas forcément d'un point de vue économique ou quoi que ce soit, c'est pas une question d'idéologie politique, mais c'est que je pense que c'est quelqu'un qui serre les vis très très fort, quoi. Après, je dis pas que c'est un exemple, mais dans tous les cas, en
en faisant de la bande dessinée, j'ai commencé aussi à me sentir un peu seul de ce côté-là. Malgré le fait que je travaillais en atelier avec tous les gens à côté de moi, c'était super motivant. On était tous sur nos projets différents. Il y avait une sculptrice de poupées, j'avais plein d'amis qui étaient designers, logo, mise en page, ce genre de choses. C'était super épanouissant, c'était une période vraiment assez excellente. Et en même temps, c'est-à-dire que je voyais pas trop... j'espérais, je croisais les doigts que mon projet BD marche bien. Et donc, je me suis frotté à l'auto-édition. Ça a plutôt marché correctement, mais en fait, ça m'a tellement épuisé de devoir tout gérer, c'est-à-dire la distribution, la promotion sur Internet, faire des colis, ce genre de trucs. Je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie d'écumer les salons, j'ai pas envie de passer tous mes week-ends à faire autre chose, c'est-à-dire à ne plus vivre, en fait, c'est-à-dire à être obsédé à être sur la route pour pouvoir faire des rencontres, ce genre de choses, à essayer de stimuler en permanence le produit que je crée. Je me suis rendu compte que ça m'épuisait assez vite. J'aurais peut-être pu m'en tirer si j'avais persévéré, mais c'est-à-dire en parallèle, comme ce que j'avais dit avant, c'est-à-dire mon projet bande dessinée me servait aussi à faire du concept art sur mon propre univers, en fait. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir aussi de plus en plus de propositions. Au départ, c'est sur des projets ponctuels, mais de plus en plus à long terme. Et donc, en fait, j'ai commencé à glisser tranquillement de la BD auto-édition à, justement, là, le vrai travail de concept art. C'est-à-dire le moment où j'ai vraiment eu le déclic de me dire, bon, il faut vraiment que je me lance là-dedans. Parce qu'en fait, le concept art, c'était un mot pour moi qui était... je savais tout à fait ce que c'était. C'était un truc que je trouvais vraiment super intéressant. Mais j'avais l'impression que c'était réservé aux 10 meilleurs dessinateurs au monde. Parce qu'en fait, c'était pas un terme qui était du tout autant exploité que maintenant. ArtStation n'existait pas. Il y avait un vieux site comme GFX Artist et tout ça, mais c'est-à-dire que la plupart des gens qui dessinaient sur Internet avaient tous une orientation plutôt bande dessinée ou ce genre de choses. Et c'est-à-dire sur DeviantArt, il n'y avait pas forcément des gens qui étaient dans l'industrie. Il n'y avait pas encore des portfolios qui circulaient aussi bien que maintenant. Et donc, c'était pas concret, en fait, le concept art. C'était pas non plus un métier qui était encore vraiment... diffusé, parce que la plupart des concept artistes étaient en interne dans les gros studios. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de concept artiste freelance, surtout que la fibre commençait à se développer, ce genre de choses. Mais surtout, les boîtes étaient encore frileuses à l'idée de faire bosser des gens à l'autre bout du monde. Et donc moi, je m'étais dit, bon, en étant artiste à Toulouse, il y a aucune chance que ça marche pour moi. J'avais l'impression que je pouvais être concept artiste, mais uniquement à Los Angeles, à la Silicon Valley ou à Londres, en fait, quoi. Donc comme mon environnement est avant tout, ma priorité avant tout, j'avais pas envie de déménager juste pour des questions de carrière, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à recevoir les propositions. Et en plus de ça, j'ai fait un salon où j'étais allé vendre quelques BD, plus ce que j'avais fait, les badass fanart, j'avais fait des espèces de fanart détournés de tous les personnages de la culture populaire, qui avaient beaucoup circulé sur Internet. Ouais. Ça s'est retrouvé sur des tas d'agrégateurs, sur des tas de sites. Enfin, je me suis retrouvé aussi avec plein d'abonnés avec ce genre de choses. Et j'étais invité à de nombreux salons, et je me suis retrouvé à un salon à Nîmes où mon stand était juste à côté de celui de Bastien Grivet et Jessica Rossier, c'est-à-dire les Ward & Light que vous connaissez forcément. Oui. Et on se connaissait pas du tout, et en fait on a sympathisé, et on a discuté tout le week-end, et eux en fait je voyais qu'ils bossaient, enfin ils m'avaient montré, ils bossaient pour Call of Duty à l'époque. Et j'ai vu leurs images, déjà je trouvais ça assez impressionnant, et Jessica m'a dit qu'en fait elle connaissait mon boulot, mais elle pensait que j'étais japonais à cause de mon style un peu Ghibli, c'est ça qui était marrant. Et moi je me suis dit, si eux deux ils arrivent à faire du concept art en étant à Suisse délocalisée dans le sud de la France, ouais. Je me suis dit, c'est aussi peut-être possible pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais jamais allé chercher un marché qui aurait tout à fait pu marcher pour moi un peu plus tôt. Et donc, j'ai commencé à réorienter complètement mon portfolio en mode, on va dire plutôt concept art, environnement. Surtout que je me suis rendu compte que j'avais toujours mes limites d'un point de vue des personnages, surtout à l'époque. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose sur lequel j'étais vraiment très productif, alors que je savais que je pouvais tomber des décors de plus en plus facilement. De cette façon, quoi. Et là en fait ça a mis, on va dire, 2-3 ans, ça a grossi de plus en plus au niveau des propositions. C'est-à-dire au départ j'étais tout content quand j'en recevais une, les premiers à m'envoyer des propositions c'était Psyop, un équivalent genre à Blur Studio, où je négociais en plus des contrats assez bien payés, mais c'est-à-dire que si les mecs me disaient on a besoin de toi dans 2 heures, et parce que à Los Angeles par exemple c'est le matin alors que à Toulouse c'est le soir, je disais je suis dispo en fait. Donc je fonçais sur ce genre de truc au début. Et puis en fait
ça a été une transition très douce. En fait, j'ai jamais vu le moment où en fait je faisais complètement partie de l'industrie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais je reçois quasiment 5-6 propositions par jour maintenant, et c'est impossible de répondre à qui que ce soit. En fait, j'étais constamment débordé, quoi. Donc là, ça marchait, ça a marché très bien pour moi. Je pense que ça a mis à peu près 2-3 ans à avoir un rythme où là, il y a plus d'inquiétude à se faire pour l'avenir, quoi. Et ça, j'avoue que c'est un truc qui est, à mon avis, qui est très recherché par la plupart des gens dans le métier des arts appliqués, mais c'est-à-dire que à un moment, ça se déclenche. Bon, après, aussi, c'est un travail de tous les jours de l'entretenir un minimum, quoi. Mais c'est-à-dire que dès que le portfolio s'est mis à circuler, c'est pas une question d'être validé ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire que dès que c'est rentré dans les moodboards de nombreux directeurs artistiques, on va plus trop manquer de boulot, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est assez spécial comme profession, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas du tout statut de superstar, mais c'est-à-dire que au niveau de la rémunération, on passe du RSA à quelque chose d'hyper solide, un double salaire d'ingénieur, en fait, quoi. Donc c'est quelque chose. En fait, moi, c'est pour ça que j'essaie de motiver les gens à avoir un rapport de positionnement par rapport à l'industrie, surtout. Parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui est vraiment hyper réconfortant pour l'esprit. On peut se coucher serein dès qu'on va fixer ce palier-là. Enfin, une fois qu'on a dépassé ce palier-là. Je sais pas si je suis très clair par rapport à ça. T'as toujours un point où à partir duquel ça commence à aller, en fait, et puis surtout dans le monde du concept, où c'est quand même des tâches qui sont assez ponctuelles. Enfin, je pense que c'est assez rare qu'on te propose des contrats qui vont durer plus de quelques mois, je pense. Je sais pas. Bah, si, justement, c'est ça que j'ai été étonné, c'est qu'au départ, mais je pense aussi que l'industrie a changé, elle est complètement mutante. Je pense que ArtStation a changé beaucoup de choses aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de studios qui ont découvert qu'en fait, il y avait des talents tout autour du monde, et qu'ils n'avaient pas forcément d'embaucher des gens à Londres qui sont je sais pas, à 6000 pounds le mois, tu vois, ce genre de choses. Donc c'est-à-dire que ça s'est un peu en quelque sorte libéralisé, dans le sens ça s'est mondialisé, quoi, ce système, quoi. Mais ça permet justement de revoir complètement tout ça, et les studios ont découvert ça. Et oui, au départ, moi j'avais que des commandes ponctuelles, mais en fait plus ça va, plus on me demande, en fait, ces derniers temps, c'est limite des contrats sur 1 an, voire plus, en fait. Ah ouais. Ouais, des séries télé, des productions de films, ce genre de choses. Ça peut être les mecs qui savent qu'ils partent sur 2 ans de pré-production. J'ai l'impression que la pré-prod est devenue de plus en plus devenue énorme. Prend plus d'importance. C'est une part tellement importante de la création de quoi que ce soit aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est un film, une série ou quoi que ce soit. Si tu veux qu'elle marche, il faut que graphiquement ça claque, quoi. Enfin, t'as plus le choix, en fait. Et je pense qu'ils ont compris aussi l'intérêt d'avoir une pré-production taillée au cordeau avant. C'est-à-dire que les gens savent exactement, c'est-à-dire les producteurs, les investisseurs, le financement, vont savoir exactement à quoi ils vont avoir droit, en fait. Et ils ont vraiment besoin des concept artistes pour vendre les projets limite à leur place, parce que eux, ils ont que le dialogue, les textes, les scripts. Enfin, ils ont que les gesticulations de producteurs pour réussir à vendre le projet. Tandis que si tu arrives avec 5 bonnes images qui en plus expriment immédiatement ce que tu veux faire et qui font rêver, mais les gens signent. Et c'est pour ça que le rapport au teaser dans le jeu vidéo a complètement changé. C'est-à-dire que maintenant, les mecs, ils te montrent des espèces d'images avant pour essayer de t'exciter à donf. Enfin, ils ont compris vraiment l'intérêt de l'image. Carrément, oui. Effectivement, ça coûte toujours beaucoup moins cher de produire une image ou même juste quelques secondes de teaser que de faire tout le jeu et ensuite de dire genre regardez ces quelques secondes, est-ce que vous avez envie de l'acheter? Ah merde, c'est pas du tout ce que les gens veulent en ce moment, fuck. Et ça continue d'évoluer en plus, hein. Donc c'est-à-dire que même par exemple maintenant, je pense que Netflix a compris l'importance du pouvoir de l'animation. C'est-à-dire que ça coûte au final moins cher à produire une série animée que d'envoyer toute une tripotée de gars filmer dans les ruelles de New York ou de Los Angeles avec preneur son, preneur image, ce genre de trucs. C'est-à-dire que même si tu prends des stars de l'animation, il y a des chances que ce soit encore plus impactant avec ce genre de choses. Bon, après, il y a aussi toute une population de façon générale qui
n'ont pas les codes pour décoder facilement, en quelque sorte, l'animation, l'image. C'est quelque chose qui est quand même assez dur à imposer comparé au film de façon générale. Mais j'ai l'impression que ça s'instaure de plus en plus, surtout avec les geeks vieillissants qui, eux, sont sensibilisés à l'animation japonaise, tout ça. Donc, je pense que l'industrie est en train de comprendre que aller vers la stylisation, vers le graphisme, vers l'image, le dessin, plutôt que la prise de vue réelle en permanence, je pense que ça va nous donner pas mal de boulot, quoi. C'est clair. Là, on arrive vraiment au point de pivot, je pense, parce que on avait eu un gros débat une fois sur un Discord avec des gens, et du coup, j'avais bien analysé le truc, et du coup, je m'étais rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, là, en 2020, on commence vraiment à arriver sur une période pivot dans l'animation et la stylisation, parce que avant les années 90, Disney c'était quasiment mort, et en France on avait très peu affaire au dessin animé en fait. Du coup nos parents ils ont pas trop eu ça, et c'est pour ça que jusqu'à présent les dessins animés se collaient quand même une image assez c'est pour les gosses, tu vois. Et le truc c'est qu'aujourd'hui les enfants qui ont grandi dans les années 90, donc avec La Petite Sirène, Le Roi Lion, tous les gros dessins animés bien badass et tout ça, aujourd'hui ils arrivent dans l'industrie, ils commencent à bosser, et du coup eux ils ont pas cette image de non, c'est des dessins animés, c'est pour les enfants, et du coup on va pouvoir avoir arriver dans l'industrie, même sans arriver dans l'industrie. Oui, non, mais du coup tous les gens des années 90 maintenant on gagne des sous parce que on approche de la trentaine. Non mais c'est ça, et du coup il y a ce côté aussi, ils vont pouvoir être créateurs, mais ils vont aussi pouvoir être clients, quoi. Et c'est pour ça, je pense que petit à petit ça se débloque, et qu'un film comme Spider-Verse a fait autant de succès, c'est parce que les gens les gens qui sont adultes commencent, les gens qui comprennent les dessins animés commencent à être adultes aussi, en fait. Après, il y avait toujours les parents qui emmenaient voir les enfants au cinéma et tout, justement dans les années 90, et tu avais des parents qui étaient surpris de voir à quel point il y avait souvent des doubles sens et tout, et du coup les films étaient aussi pour eux. Après c'est normal, c'est des films qui sont quand même faits par des adultes, quoi. Donc c'est normal que ça puisse parler à des adultes, et du coup ça reste une population restreinte de se dire genre c'est les quelques parents qui ont pas la flemme d'amener leur gosse au ciné, et qui eux du coup vont voir un peu ça, alors que maintenant effectivement c'est genre beaucoup de gamins qui ont grandi avec les dessins animés qui maintenant sont gagnent enfin leurs sous et se disent genre non, moi j'ai pas envie d'aller voir j'ai envie entre autres d'aller voir du coup des films d'animation, voire de payer un abonnement à des plateformes. Ouais, moi je sais pas si vous voyez ça, mais moi je me rends compte que je regarde les dessins animés du samedi matin en quelque sorte sur Netflix, c'est-à-dire que je peux regarder des animés le matin en me levant, alors que j'ai 30 piges, quoi. Je vois mes amis qui font pareil, alors que j'ai jamais vu mes parents se lever le matin et regarder des dessins animés, quoi. Donc c'est vraiment un changement de. C'est vraiment. Je pense que c'est vraiment lié à la façon dont on a grandi, en fait, parce que nous, tu disais, toi, tu parlais du Club Dorothée tout à l'heure, mais moi c'est pareil. Quand j'étais petit, je regardais le dessin animé le matin. Nos parents, dans les années 50, 60, 70. Il n'y avait pas, je pense, il n'y avait pas énormément de choses en film d'animation qui passaient, que ce soit au cinéma ou à la télé. Tu vois, non, pas. Donc, juste les premiers Disney, tu vois, qui faisaient carton et tout, mais c'était vraiment très ponctuel. Les premiers Disney, c'est les années 30, hein, mais le truc, c'est que Disney... Enfin, je parle à l'époque de nos parents. Non, mais le truc, c'est que Disney, entre les années 60 et les années 90, ils se sont pété la gueule, mais quelque chose de propre. Hein. Genre, vraiment, ils étaient au bord du trou. Hein. Après, il y a aussi les mentalités qui changent sur pas mal de points. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, plus personne. Je pense que dans notre génération, on n'a plus beaucoup qui ont envie d'une société où on n'a pas de divertissement. C'est-à-dire dans le sens où, le travail, métro, boulot, dodo, ce genre de truc. On sent tous que c'est quelque chose qui nous mène droit dans le mur, donc je pense que on a des changements de paradigme. Et puis par exemple c'est comme l'accès aux jeux vidéo qui était vu que pour les garçons dans les années 90 au début, alors que maintenant on se rend compte qu'il n'y a pas plus mixte que comme sujet, quoi. C'est clair. Donc il y a la population se métisse, la population se mélange. Il y a en plus ils se rendent compte qu'il y a des continents entiers qui sont fans d'animation, c'est-à-dire rien qu'à voir l'Amérique latine qui découvre l'animation japonaise, c'est fou pour eux, quoi, en fait.
fait. Donc même les Américains qui ont eu l'animation japonaise beaucoup plus tard que nous, parce qu'il y avait Disney qui faisait les blocus et tout ça. Donc c'est voilà, enfin ça se sent que en quelque sorte, je vais dire Hollywood, mais l'industrie audiovisuelle a compris certains changements, quoi, en tout cas. Et moi je le ressens vraiment au niveau des clients et des demandes, c'est-à-dire qu'ils veulent maintenant des dossiers visuels béton parce que ils vont plus pouvoir faire passer le dessin animé à l'arrache de Midi les Zouzous. En fait, ça va plus pouvoir fonctionner. En fait, face à des succès comme Dora l'exploratrice, maintenant il faut faire Dora l'exploratrice, mais en beau, en fait, quoi. Donc ils vont commencer à se déchirer de plus en plus ce sujet, quoi. Ouais. Après, quand tu disais l'Amérique latine qui découvre l'animation japonaise, ils ont découvert en même temps que nous en Europe, pour le. C'est possible. Je mélange peut-être, mais c'est-à-dire que je vois des tas c'est-à-dire que je vois des tas de cultures qui commencent à se mélanger par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on s'attendait pas à voir ça de l'autre côté, en fait. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent. J'ai l'impression que c'est les gens qui ont grandi en même temps que nous, mais où on Internet, justement, dans les années 80-90, ils ont grandi en même temps avec les mêmes trucs, mais en interprétant chacun avec sa culture. Et du coup, maintenant, on est adulte et on partage la passion commune, mais avec chacun son propre regard, et c'est super cool. Non, donc voilà, globalement en fait ça m'a permis de pas manquer de boulot. Je suis arrivé c'est-à-dire j'ai pas eu de bol parce qu'en fait j'ai commencé avec la crise de 2008, la crise des subprimes, qui était infernale, où c'est-à-dire que tous les studios de jeux vidéo en France étaient en train de se faire démonter de complet, c'est-à-dire toute l'industrie a pris un coup dans l'aile. Mais après, j'ai eu le bol en fait d'avoir le rebond avec de pouvoir faire partie en quelque sorte des premiers sur ArtStation, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est un mélange de beaucoup de pratiques si j'ai beaucoup de boulot, mais c'est aussi parce que j'ai aussi un peu de chance sur des rapports de timing, quoi. Néanmoins, moi, je m'en fais pas trop pour les générations de ceux qui ont 20 ans maintenant, parce que je pense que ça va continuer à marcher, surtout avec un monde de plus en plus connecté, streamé, ce genre de choses, c'est-à-dire le coronavirus et tout. Je pense que ça va limiter de plus en plus certaines choses. On va avoir peut-être des comportements de plus en plus autarciques, en fait, où on va avoir besoin de beaucoup de contenu numérique, visuel et ce genre de choses, quoi. Donc, et en plus, avec un peu de chance, peut-être qu'il y aura de plus en plus de gens qui auront plus envie de travailler avec des freelances à travers le monde, plutôt que de se dire genre il faut que tu sois à LA, il faut qu'on puisse se rencontrer. Oui, c'est clair. Là, les boîtes, elles ont été forcées de comprendre que le freelance, c'était un truc, quoi. Enfin, je sais que chez Illumination, en tout cas, ils étaient très 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 fermés là-dessus. C'était genre non mais c'est pas possible, en fait, personne ne travaille en télétravail, personne. Là, ils ont pas eu le choix, et du coup là il y a tout le monde qui veut être en télétravail. Ouais, parce que ça marche super bien, en fait. Il y a beaucoup d'autres qui se sont rendus compte que c'est faisable. Ça fonctionne. Oui, et puis quand les gens sont plus heureux, j'avais vu pas mal de gens justement qui étaient concept artistes ou autres et qui étaient sur LA et qui disaient genre non mais en fait j'espère maintenant que les gens de l'union des gens qui font du cinéma vont enfin se dire finalement on n'est pas obligé d'être tous sur place, et qu'ils se rendent compte que les artistes la plupart sont très cottagecore et ont envie d'être dans leur petit chalet à la montagne à côté d'un lac et de produire des trucs vont produire de meilleurs boulots, quoi, qui vont être plus vendeurs, plus ce que tu veux, qui vont plus claquer. Alors après moi j'ai quand même on a tous une façon différente de produire. Il y a des gens qui sont très introvertis, d'autres plus extravertis, ce genre de choses. Mais moi, personnellement, c'est l'atelier, ça me sauve la vie. En fait, le fait de travailler avec plusieurs autres personnes à côté de moi, moi, c'est un truc qui est absolument nécessaire. Moi, j'ai besoin déjà d'avoir un trajet qui me permette de sortir de chez moi. Moi, je trouve que c'est quand même assez important aussi. Enfin, je comprends aussi les démarches de l'entreprise sur ce genre de points, quoi. Je vais peut-être accélérer un petit peu la suite de ma carrière justement pour arriver au point dont je voulais parler, c'est-à-dire le fait de travailler ensemble. Moi, comme ça marchait plutôt bien de mon côté, j'avais des propositions sur des tas de projets différents, parce qu'en fait, ce qui est assez frustrant, c'est que mon portfolio, ça représente qu'à peu près 8%, 5% de ma production, en fait. C'est-à-dire, je peux rien montrer, je suis toujours sous clause de non-divulgation, et quand j'ai enfin le droit, ou le projet est enfin sorti, en fait, moi, j'ai évolué et j'ai plus envie de montrer les dessins que j'ai fait pendant 2 ans, par exemple, quoi. Et donc, en fait, j'ai bossé pour beaucoup de studios de jeux vidéo différents pendant un bon moment. C'est-à-dire que c'est marrant, c'est par vague, c'est-à-dire pendant 1 an, je vais avoir que du studio de jeux vidéo qui va me contacter, puis après 1 an après, ça va être que de l'animation. Ça va complètement dépendre, en fait. Et j'ai eu beaucoup de studios de jeux vidéo qui me demandaient, et en fait, mes collègues d'atelier, mes potes voyaient que ça
ça marchait plutôt bien pour moi, c'était assez réjouissant. Et ils m'ont demandé quand est-ce que j'allais déménager pour aller dans des grosses boîtes, genre ILM et tout ça. Et je leur ai dit que j'avais pas du tout l'intention. C'est-à-dire que moi, je vis très bien dans le sud de la France, j'adore Toulouse, j'ai tous mes amis et mon entourage. C'est-à-dire que moi, mon cadre a toujours été ma priorité, peu importe ma passion pour le dessin. Je suis pas quelqu'un de carriériste. C'est-à-dire, je n'essaye pas de rentrer, de faire le forceur qui rentre chez ILM ou ce genre de truc, en fait. Même si je suis flatté quand on me fait des bonnes propositions, ça c'est. Mais voilà, c'est-à-dire que je suis pas obsédé par ça. Et ils m'ont, en me mettant au défi lors d'une conversation, ils m'ont dit non mais franchement, il n'y aurait pas un studio pour qui tu serais prêt à déménager. Et j'ai dit bon allez, pour une mission temporaire de 1 an, je serais curieux d'aller chez Naughty Dog ou Rocksteady, mais pas plus. Et 2 semaines après, je reçois une proposition de Rocksteady. Mais non. Ouais. Alors moi, en mode qui essaye à essayer de me tirer une balle dans le pied pour pas y aller, j'essaie de commencer à négocier sévère déjà les prix et de dire moi j'aimerais rester freelance à Toulouse. Et ils m'ont dit non, projet, nous c'est pas dans la politique de Rocksteady, pas de freelance, nous c'est sur place. Et donc je me mets à dire d'accord, mais sur une période courte. Et ils m'ont dit c'est quoi pour toi une période courte? J'ai dit entre 2 mois et 6 mois. Et ils m'ont dit 6 mois. Alors je me suis dit merde, je me suis engagé, enfin j'ai commencé à faire ça et je me suis dit bon allez, c'est peut-être l'occasion justement d'aller bosser à l'étranger. De toute façon moi je comptais pas y rester. Donc j'ai dit ok, j'ai réussi à négocier un bon salaire, un très bon salaire. Et donc, je suis parti 1 mois plus tard. Mais sauf que j'ai gardé toute ma vie à Toulouse. J'ai gardé mon appartement, j'ai gardé ma place d'atelier que j'ai slouée à un copain. Et je me suis retrouvé à Londres avec en plus mes charges toulousaines à devoir payer les loyers londoniens qui sont complètement fous. Pour vous donner un ordre d'idée, j'étais dans une chambre en colocation en zone 2 à 1 200 € la chambre. C'est-à-dire, la chambre. Et on était 5. Et pour vous dire, quand je suis arrivé dans ma chambre le soir, j'ai trouvé des tapettes à souris, j'ai appelé le proprio, il m'a dit ne les enlève surtout pas. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de la vie londonienne. Quoi. Bon, heureusement, j'avais bien négocié mon salaire parce que je m'étais quand même renseigné sur la vie là-bas. Quoi. Ouais. Et en fait, si Rocksteady avait accepté de me prendre pendant à peu près 6 mois, c'est qu'ils étaient persuadés que j'allais rester. Quoi. Je peux pas dire grand-chose parce que je suis encore... Enfin, c'est sous clause de divulgation, tout ça, mais j'ai travaillé donc pendant 1 an, en fait, avec Rocksteady, parce qu'après, j'ai réussi à les convaincre de laisser rentrer en France et de bosser pour eux en freelance. Mais j'ai bossé sur le projet qu'ils ont annoncé dernièrement, qui est Suicide Squad. Quoi. D'accord. Okay. Et donc, ça m'a également permis... Oui, vas-y. Oui, pardon, désolé. Et du coup, maintenant, ils sont moins... frileux de te faire bosser de chez toi, quoi. Maintenant, ils ont vu que c'était possible. Là, je pense que c'est parce qu'en fait, j'étais passé par chez eux. Tu vois, il y avait un rapport de confiance pendant 6 mois qui s'était établi, ce genre de choses. Mais je pense pas que toi, en tant que freelance, tu peux les toquer et te proposer. Parce que c'est aussi c'est ce que j'ai remarqué, c'est que ils ont pas forcément... Nous, on n'était que 3 artistes à temps plein. Il y avait que des seniors. Moi, j'étais trop content. Ils m'avaient pris en tant que senior, mais j'ai vu là-bas que tout le monde était senior, en fait. C'est la politique de la boîte. En fait, ils prennent pas de juniors. C'est-à-dire tout le monde est très bien payé, mais par contre, tout le monde, c'est des gens qui ont au moins 5, 6, 7 ans, voire 8 d'expérience, quoi. Et donc, s'ils font appel à du concept art, en fait, ils font appel à des agences comme Atom Hawk et d'autres agences de ce genre-là, en fait. Donc en fait c'est de la sous-traitance quoi. Moi il y a eu beaucoup d'agences qui sont venues me voir, j'ai déjà bossé avec une agence et j'ai pas du tout aimé parce qu'en fait ça fait un intermédiaire supplémentaire, c'est-à-dire il y a le client, le studio quoi, il y a l'agence et il y a toi le freelance, tu vois. Et donc tu te retrouves à avoir un téléphone déformé de toutes les indications où il y a toujours un intermédiaire qui vient en plus remixer le brief qui a été donné, ce genre de choses. Jamais en contact direct avec le directeur artistique. Enfin, moi, je trouve ça atroce et je le déconseille à tout le monde. En fait, c'est vraiment... Je vois très bien. Oui. Bon, enfin voilà, petite parenthèse à ce sujet-là. Et en fait, quand j'ai travaillé à Rocksteady, ça a été super intéressant parce que j'y suis allé de façon quand même assez modeste et assez humble. Et dans la façon de bosser, en fait, c'est-à-dire que j'avais des consignes assez larges, j'avais beaucoup de liberté parce que ce qui était très bien à Rocksteady, c'était un environnement assez horizontal, c'est-à-dire on pouvait être force de proposition et ce genre de choses. Et en fait, j'ai vu aussi la culture anglo-saxonne où en fait, on fait pas trop de vagues. Donc moi, pendant 1 mois, je me suis calé là-dessus, mais des fois, il y avait des idées artistiques que je trouvais un peu faisandées, quoi. C'est-à-dire des trucs qu'on pouvait améliorer. Et donc, j'ai commencé, au 12e mois, commencé à proposer mes idées, et en fait, ça leur a beaucoup plu.
Et ils ont recruté un autre artiste français ensuite parce qu'ils ont cru que ça venait de l'esprit à la française, en fait, c'est cette façon de bosser, c'est-à-dire de remettre en question les choses. C'est-à-dire dans le sens, c'est un rapport critique, mais très doux, hein, c'est-à-dire un rapport argumenté, c'est-à-dire on parle de la proposition visuelle. C'est-à-dire qu'au départ, je leur disais, je suis pas trop convaincu, les autres me disaient, pourquoi, j'essayais d'argumenter d'un point de vue, par la discussion. Et je les sentais toujours sceptiques et je leur ai dit mais laissez-moi 2 jours, je dessine quelque chose et je vous montre l'idée. Et en fait, des fois, ça pouvait très bien se passer, quoi. Donc, et en fait, au fur et à mesure, c'est en faisant ça que je me suis rendu compte que j'avais des capacités. En fait, j'étais devenu quasiment directeur artistique. En fait, pas du projet en question, mais c'est-à-dire que j'étais en train je faisais des moodboards, j'étais en train de retransformer certaines choses, de les améliorer, j'allais chercher les choses et surtout en fait, à force. Là, je commençais à approcher des 8 ans d'expérience. En fait, je me suis rendu compte que j'allais mater tellement de films, mater tellement de séries, et que surtout j'écoute beaucoup de trucs en rapport avec les jeux vidéo, ce genre de choses. C'est-à-dire, j'avais accumulé en fait à force énormément de gammes culturelles. Et par exemple, j'ai bossé sur le design de la ville qui est dans Suicide Squad, c'est-à-dire Metropolis, et j'ai donc dû apprendre des nouvelles contraintes architecturales, ce genre de choses. Et il y a des trucs où, en fait, on a l'impression qu'on ne pourra jamais faire ça. C'est-à-dire avec ce syndrome d'imposteur qu'on a tous, en fait, en tant qu'artiste, parce que moi, j'appelle ça la remise en question plutôt que le syndrome de l'imposteur. Mais c'est-à-dire cette période de doute. Et en fait, tu passes 3 jours sur Pinterest ou sur des dossiers. Et en fait, tu te rends compte qu'au bout de 3 jours, tu peux commencer à maîtriser, à assimiler le code graphique et à pouvoir le redessiner, en fait. Et donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais des compétences, en fait, de direction artistique. En parallèle, quand j'étais à Londres, en fait, j'ai commencé à réfléchir à des projets de jeux vidéo, ce genre de choses. Essayer de produire un jeu vidéo avec des contraintes très très basses, c'est-à-dire beaucoup de contraintes et beaucoup de restrictions financières. Comment faire un jeu intéressant, fort artistiquement, avec qui permettent d'explorer énormément d'univers, qui permettent à moi de me faire plaisir en tant qu'artiste. Et donc, je suis rentré dans le sud de la France avec cette idée de commencer à travailler sur un jeu vidéo, en fait. Et quand je suis revenu dans mon atelier, je m'entendais très bien avec un de mes collègues d'atelier et je lui ai parlé de mon projet de jeu, en fait, et on a monté dans les 3 mois qui suivent une société, et en fait, on est devenu un studio de jeux vidéo, tous les deux. Au départ, c'était complètement à côté de mon activité freelance. Et au fur et à mesure, ça a pris complètement de plus en plus d'importance. Donc, on s'est donné quasiment 1 an pour bosser sur un prototype sur le jeu. Et surtout, c'est un truc que ça, j'ai oublié de préciser, mais c'est-à-dire que même avant Rocksteady, j'avais de plus en plus de demandes de stage. Et comme c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai dit OK à une stagiaire. Et en fait, à mon atelier sont passés, je pense, plus d'une vingtaine de stagiaires différents. J'en prenais 2 ou 3 par an, pas en même temps, hein, évidemment. Mais c'est-à-dire que au départ, j'étais un petit peu sceptique sur ce truc-là, mais en fait, comme vous en aviez parlé dans le précédent podcast, en fait, c'est le rapport à la transmission, c'est-à-dire qu'en fait, plus tu transmets, plus ça se réordonne dans ta tête, en fait, et plus tu redeviens précis sur tes bases, en fait, sur tout ce que tu as assimilé. Donc, le fait de le verbaliser, de l'exprimer, ça m'a donné encore plus un mélange d'expérience. Mais l'avantage, c'est que comme j'étais pas prof, que j'étais toujours freelance, c'était hyper pratique. C'est-à-dire, c'était pas diffusé sur 10 élèves ou une classe de 20 élèves. Donc, c'est-à-dire, j'avais un super bon compromis. C'est-à-dire que j'arrivais à former de façon précise sur des projets concrets, ce genre de choses. Donc, en fait, voilà, c'est aussi un peu ce qui a stimulé tout le travail de direction artistique qui commence à devenir un travail de lead, en fait, de lead artiste, de commencer à assembler les idées, à les exprimer, ce genre de choses. Et donc, comme j'avais de plus en plus de demandes de stage, j'en reçois à peu près une dizaine par mois, en fait. Et je précise, c'est des stages rémunérés à chaque fois. J'ai eu des tas de personnalités différentes, j'ai eu des gens, ça s'est toujours très très bien passé. C'est ça qui est assez cool, quoi. J'avais aussi quelque chose qui me rendait un petit peu triste, c'est que quand les stagiaires partaient, en fait, moi je pouvais parfois me consacrer 6 mois à les former, et ensuite, c'est-à-dire tout ce à quoi je les avais formés, en fait, au niveau de mes techniques, au niveau de l'optimisation de ma production et tout. C'est-à-dire ça partait à la concurrence, en fait, de ce côté-là. C'est donc, sûr, ouais. On a été sur le jeu vidéo, on a pris donc 2 stagiaires et qui nous ont assisté sur des petits trucs. Moi, je les ai beaucoup formés et il y en a une des 2 qui était allemande, c'est Léa Dickert. Elle est retournée en Allemagne parce qu'elle, en fait, elle a carrément démissionné de son job de graphiste en Allemagne pour venir faire son stage à Unischroeder. Ça m'a foutu un peu la pression pour elle. Mais en fait, elle a été ravie du stage et maintenant, elle est devenue directrice artistique en Allemagne. Elle est rentrée, elle a trouvé un job de DA en rentrant.
Et la stagiaire Jennifer, elle sortait d'une école je ne me rappelle plus le nom de son école, et qui est à Carpentras. Elle, on l'a recrutée en CDI à la fin du stage. Et donc depuis, on a recruté 2 autres postes, dont Lucie et Laure, qui elles aussi ont fait leur stage à l'atelier. Et c'était vraiment parfait pour nous parce que le stage, moi je trouve ça vraiment excellent en tant que maître de stage, mais aussi j'ai essayé de faire d'offrir des stages que j'aurais aimé vivre en fait. C'est-à-dire travailler dans un studio sur des projets super cool avec aucune pression salariale ou un peu absurde du travail, quoi. Et donc justement maintenant, bon là on n'a plus de stagiaires parce qu'on n'a plus trop la place au bureau, quoi. Mais c'est-à-dire ça a été le fait de travailler en équipe et je me rendais compte que en fait je pouvais commencer à grossir l'équipe et j'arrivais à ne pas perdre ma concentration, à réussir à transmettre, à réussir à donner des indications, à être de plus en plus clair aussi sur la production, sur les éléments, sur la façon de donner des idées et surtout quelque chose de très important, c'est le lâcher prise, c'est d'apprendre à déléguer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut laisser les gens sauter dans le bain. Au départ, ça va peut-être être un peu bizarre, ils vont nager un peu bizarrement, on va être un peu frustré, puis au bout d'un moment, en fait, ils vont y arriver, quoi. Et donc c'est quelque chose qui est super, qui est vraiment passionnant à vivre tous les jours. Et donc tout ça, c'était au départ sur l'idée que Umeshlover c'était un studio de jeux vidéo. On a foiré un Kickstarter dans le sens où on avait eu la moitié de l'argent, mais et c'était à la moitié de la récolte sur Kickstarter. Et en fait, on s'est dit, vu la courbe, il vaut mieux qu'on arrête tout de suite. On veut pas faire les choses en demi-teinte. En fait, c'est-à-dire, on aurait peut-être réussi à obtenir ce qu'on voulait, mais on avait déjà vu très bas, en fait. Donc, on a préféré tout stopper. Et en fait, là, pour l'instant, le projet, on est toujours en train de le faire, mais un peu plus en ralenti, parce que maintenant, on est devenu un studio de développement visuel. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai des propositions de contrat, mais tous les jours. Et donc le fait qu'on ait grossi, ça a permis en fait d'absorber les contrats et qu'on puisse gérer ça à plusieurs sur des projets vraiment super intéressants. Et progressivement, on va pouvoir se remettre ensuite. C'est-à-dire, on stabilise toutes les finances et après, on va pouvoir se remettre sur le jeu vidéo, quoi. Donc voilà le parcours complet, mais qui m'a amené en fait à passer sur différentes étapes au niveau de ma vie, c'est-à-dire le fait de vouloir bosser en solo et ensuite de privilégier le travail d'équipe. Et moi, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, au fur et à mesure, et tout ça, c'est changeant, hein, ça pourra peut-être changer dans 2-3 ans, quoi. Mais au final, c'est l'humain, moi, qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que si je dessine, c'est avant tout pour m'exprimer et pour communiquer. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup quand je parle à des jeunes artistes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de savoir pourquoi on dessine. Est-ce qu'on dessine pour se faire plaisir sur un rapport et là, on a un statut d'auteur. C'est-à-dire j'ai des projets dans la tête, il faut absolument que ça sorte de ma tête et que je les concrétise. Ou alors, j'ai envie d'être dans une zone de confort et je ne dessine que ce que j'aime, en fait. Et là aussi, ça reste de l'art plastique et pas de l'art appliqué. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que c'était l'art appliqué qui me plaisait, c'est-à-dire d'être mis au défi sur des projets, mais également sur mes propres projets, hein, c'est-à-dire que les choses soient fonctionnelles et ce genre de choses. Et donc, en fait, au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que si je dessinais autant, si j'avais envie de construire autant de choses, c'était simplement pour être en connexion avec les gens. Donc, pas forcément des milliers de personnes. Moi, je cherche pas à monter une boîte de 1000 personnes ou d'essayer de concurrencer Ubisoft, mais justement, c'est d'essayer de construire des safe zones humaines, artistiques, et essayer de revoir aussi le monde du travail d'une autre façon. Sur quelque chose où en fait c'est limite on s'amuse encore plus au studio qu'à l'extérieur, quoi. C'est ce genre de choses qu'on essaie de viser, quoi. Après tout ça c'est des buts, hein. Ça demande quand même des efforts, ce genre de choses. Et moi c'est-à-dire que ça me donne aussi beaucoup de responsabilités par rapport à ça. Mais je trouve que c'est ce qu'il y a de plus excitant, en fait, quoi. C'est-à-dire que avant j'avais des obsessions dans l'idée, il faut absolument que dans ma vie je publie une BD ou qu'il faut absolument que je fasse un jeu vidéo de mon côté, que je sois ce genre de truc. Et en fait, j'en suis complètement redescendu. C'est-à-dire que si, par exemple, le jeu vidéo qu'on fait à nos studios ne sort pas ou ne se fait pas, ou qu'il soit changé, qu'il soit racheté, qu'il devienne autre chose, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, les objectifs, il faut absolument pas que ce soit des monolithes incassables ou ce genre de choses. Je me suis rendu compte, faut les réfléchir, faut les remettre à jour progressivement. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce qui m'éclatait, c'était d'interagir, de rencontrer plein de personnes dans ce boulot. Déjà, même avec les clients qu'on a, on a des clients qui sont tout autour du monde. Enfin, j'ai pu visiter le Japon et on m'a fait visiter
un studio qui fait les backgrounds des films de Ghibli et Ponok, en fait, quoi. Enfin, grâce à des gens que j'ai pu finalement travailler. Ça a été pareil à San Francisco, ce genre de choses. C'est pas une question d'être en tant que VIP ou de pouvoir voir un monde de stars ou ce genre de choses, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est plus l'idée de pouvoir créer des interconnexions avec énormément de gens, et en particulier justement les gens qui ont commencé en stage dans nos studios et qui sont maintenant des artistes accomplis. C'est quelque chose que je trouve vraiment hyper valorisant, quoi. C'est le truc que je trouve le plus excitant, quoi. C'est vraiment bien ça, ouais, quand tu arrives à aider quelqu'un qui démarre juste dans ce qu'il fait et que tu arrives à l'emmener là où il voulait aller, enfin à l'aider en tout cas à y aller, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment eux m'aident aussi, en fait, c'est une motivation, tu vois. Oui, mais tu as toujours cette évidemment c'est un échange, hein. C'est pas juste toi qui tires, hein. Il y a vraiment un échange et tu vois, tu grandis aussi énormément en le faisant, quoi. Donc c'est aussi pour ça que je reviens sur l'idée de cette vision de l'artiste qui vit dans son joli petit chalet, qui regarde la pinède au loin et qui prend son café et qui se met à dessiner comme un background de musique lofi sur YouTube, tu vois. Au final, je me suis rendu compte que ça me paraissait en fait un tout petit peu éloigné en fait de ce que je recherchais. C'est-à-dire moi, c'est plutôt j'ai envie c'est-à-dire le dessin, ça me permet de rejoindre les gens. En fait, que les gens me rejoignent et ainsi de suite. Moi, j'adore par exemple l'Art Weekend organisé par Bastien et Jessica. J'organise à Toulouse aussi les cafés créa. C'est-à-dire en fait la base de tout ça, c'est l'interconnexion commune en fait, et de pouvoir en plus progressivement, pas forcément faire passer des messages politiques ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire comment s'adresser de façon universelle en étant personnel. Et pour beaucoup de gens, c'est impossible. C'est-à-dire que si on essaie de s'adresser à tout le monde, on trahit son dessin et on devient lisse et on devient trop... on brosse les gens dans le sens du poil. Alors que moi, je suis persuadé qu'en fait, c'est le vrai challenge du dessinateur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, c'est des artistes un peu aigris ou c'est-à-dire que justement, ils sont un peu exclus du monde de l'industrie, un peu d'eux-mêmes aussi, c'est-à-dire parce qu'ils ont un style très, très précis, parfois des fois très technique ou peu importe, mais c'est-à-dire ils ont des obsessions dans l'idée qu'en plus ils font pas tout comme tout le monde, et en fait pour moi c'est pas forcément la meilleure façon à suivre, ni non plus celle d'essayer absolument de brosser l'industrie d'ensemble du poil, mais pour moi les démarches les plus intéressantes c'est des artistes, c'est con, j'y reviens, mais comme Miyazaki en fait, c'est-à-dire que il a un propos assez fort, il a un style très marqué, il a défini énormément de codes visuels et culturels, et ses films sont des films intransigeants d'un point de vue de la façon dont il les fait, et surtout dans la façon de ce qu'il raconte, c'est-à-dire il ne va pas essayer de lisser son histoire. Et pourtant, c'est universel. C'est-à-dire qu'on a beau ne pas avoir les codes de la culture japonaise, c'est quand même très dur de trouver des gens qui détestent des productions Ghibli. C'est-à-dire on peut ne pas aimer les scénarios ou trouver une répétition dans le chara design, peu importe, mais on est obligé de reconnaître quand même une force contemplative commune à regarder ces choses-là. C'est-à-dire il arrive à rappeler à tout le monde ce que c'est que le plaisir de marcher dans l'herbe ou tout un tas de choses liées à ça. Je suis complètement d'accord, parce que moi perso, les Ghibli, je les trouve ennuyeux au possible. mais effectivement, graphiquement, c'est impeccable, c'est touchant et tout ça, quoi. Mais moi perso, devant un Ghibli, je m'ennuie. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que pour moi les meilleurs artistes justement c'est ceux qui ont un style assez fort pour pas plaire à tout le monde en fait. Non, justement moi je suis pas d'accord avec ça. C'est qu'en fait il faut trouver la façon, c'est de réussir, c'est-à-dire je parle à tout le monde, mais le but c'est que l'image soit comprise par tout le monde en fait. Oui, c'est-à-dire pas grave si on n'est pas tous d'accord, mais on a tous compris le sujet, quoi. Ouais. Oui, je pense que par exemple Rob Ruppel, qui est le directeur artistique de Spider-Verse, a vraiment réussi ça en fait. Par exemple, Alberto Mielgo, c'est très intéressant, mais c'est encore trop tranché. Rob Ruppel va réussir à donner des codes pour que tout le monde apprécie en fait. C'est-à-dire tout le monde reconnaisse la performance, peu importe qu'on aime ou pas le film. C'est-à-dire il y a quelque chose d'original et ça me parle. C'est-à-dire j'arrive à communiquer avec cette image, j'arrive à la comprendre. À la fois ça fait appel à la culture commune et du coup ça parle à tout le monde, et en même temps il y a quelque chose d'unique, propre et travaillé qui va faire sortir du lot et donner cette sensation de c'est vraiment beau et c'est plaisant à voir. Exactement, c'est vraiment ça en fait. Moi si je peux faire une analogie en fait, c'est toute la difficulté de raconter un rêve qu'on a fait. C'est-à-dire quand on a vécu un rêve, le lendemain on le raconte
Oui, j'étais dans la piscine était à l'envers, il y avait à ce moment-là, il y a eu un trou et on s'est retrouvé sur un gazon et à ce moment-là, l'arbre il s'est mis à pousser et là tu t'es mis à me parler du sac à dos et en fait, les gens écoutent ça mais c'est insupportable à écouter, c'est-à-dire et pour la personne, il a l'impression de raconter quelque chose d'hyper onirique parce qu'il est encore dans ses sentiments, dans ses émotions de ce monde si étrange. Et ben en fait, nous en tant qu'artistes, surtout dans les arts appliqués, c'est-à-dire artistes de développement visuel, animateurs ou ce genre de choses, c'est notre travail, c'est essayer de décrire le rêve et de façon intéressante, intelligible, compréhensible et dans le meilleur des cas, séduisant en plus. C'est-à-dire qu'on a envie de partager ce genre de choses, que ce soit un rêve angoissant ou pas, mais c'est-à-dire que les choses fassent sens ou au moins, pas forcément du sérieux, mais que ça fasse sens au niveau du ressenti, quoi. Et donc voilà, nous on est un peu des traducteurs, hein, donc en termes de boulot, c'est-à-dire quand on fait de l'image, ce genre de choses. C'est aussi ce qu'on peut demander par exemple à un écrivain de traduire dans un script certaines choses, certaines émotions de façon universelle, quoi. Et moi je trouve que c'est le truc qui est hyper intéressant. Et au bout d'un moment, ça devient une déformation professionnelle. Et en fait, moi j'ai envie de communiquer vachement bien par l'image. Et au fur et à mesure, ça déteint aussi sur la personnalité où j'ai envie de communiquer encore plus avec les gens et de façon réciproque en fait pour qu'on se comprenne tous mutuellement, quoi. Ouais. C'est marrant ce que tu dis, je trouve que je le ressens vachement justement avec les BD genre Spellbound où j'ai une communauté du coup qui grandit et tout, mais ça reste un truc avec un rythme qui est un peu spécial et j'avais envie de raconter des trucs qui étaient pas hyper... j'avais pas justement pensé à tout ce côté essayer de raconter quelque chose qui soit ressenti universellement mais quand même cool à écouter, quoi. Genre du coup il y a le côté genre la magie elle est ennuyeuse dans... Là genre bah super fais donc un monde ennuyeux, c'est intelligent ça. Et du coup là en ce moment j'écris une autre histoire qui se passe dans le même monde et du coup en fait c'est Coming Out que j'ai déjà commencé à écrire mais que je réécris parce que j'ai vu avec Webtoon pour que il médite, il faudrait que ce soit justement un peu plus aventure et tout, et du coup d'essayer de parler à plus de gens, que ça donne envie de voir à plus de gens, et que pour autant il y a toujours les choses qui sont super importantes pour moi dans cette histoire et tout, quoi, et qui vont toucher des gens plus fortement que d'autres, mais que ça puisse être intéressant pour tous quand même, quoi. Bah ouais, moi je pars de l'idée que tout est passionnant du moment qu'on sait bien le raconter. Et Ouais. c'est pareil avec une image, c'est-à-dire tu peux faire un concept art avec une poubelle. Ah, ça peut devenir très beau, hein. C'est juste la façon comment tu vas le montrer, comment tu vas l'exposer. C'est vraiment une façon de comment porter l'attention dessus. Et pas forcément de façon putassière en plus, pas en essayant d'utiliser des méthodes de réseaux sociaux à la con ou comme les méthodes télévisuelles pour capter l'attention. Justement, c'est un équilibre qui est super intéressant à trouver, c'est-à-dire comment exprimer le sujet sans utiliser les tropes habituelles, enfin c'est-à-dire tous les clichés, mais de façon originale tout en étant assez séduisant, comment amener les gens vers des couleurs surprenantes. Comment les raviver la culture commune, l'intérêt, ce genre de choses. Ouais. Ouais, effectivement. Ça fait déjà 1h05 qu'on enregistre. Du coup, je vous propose peut-être que si vous avez des choses à ajouter, du coup, on les ajoute et après on passe à l'artiste à partager. Yes. Ok pour moi. Ça me va. Très bien. Ok. Sylvain, vas-y, on te laisse commencer. Qui est-ce que tu nous présentes ? Alors, moi, ce que j'ai partagé, j'ai déjà beaucoup partagé sur les réseaux, c'est le travail de Masayasu Uchida, qui est un japonais qui doit avoir maintenant 99 ans, parce que quand je l'ai rencontré l'année dernière, il avait 98 ans. J'ai découvert son boulot avant de pouvoir le rencontrer. C'est un illustrateur, en fait, qui est devenu illustrateur qu'à partir de 50 ans, parce qu'avant, il était designer graphique, designer d'objets aussi. Et en fait, il fait des images qui sont assez fascinantes. Je ne sais pas si les gens iront consulter son travail, mais c'est-à-dire pour essayer de décrire, il travaille en traditionnel, et en fait, c'est que du papier découpé. Et pourtant, on a l'impression que ça a été peint façon peut-être avec de l'aquarelle ou autre chose, ou des watercolors. Mais voilà, c'est que des éléments de papier découpé. Des fois qui teintent de couleurs, où il met des fois quelques petits ombrages sur certains trucs, ou un petit trait de certaines façons. Mais c'est-à-dire que donc, comme il est sur ce rapport de contrainte, de devoir tout découper avec les doigts, enfin je l'ai vu faire en plus, c'est assez fascinant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accidents dans ces images, et malgré tout on a l'impression que tout est contrôlé. Il fait des images qui sont très épurées, où les choses sont représentées de façon très simple, mais avec une profondeur de champ assez extraordinaire.
Bon, il n'y a pas forcément beaucoup de personnages en premier plan, la plupart du temps, c'est des grands paysages assez zen, typiquement japonais, mais qui font un appel à l'imagination. C'est pour moi assez extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je trouve que les bonnes images ou les bons films qui sont réussis, c'est quand le spectateur se réapproprie ce qui se passe dans le hors-champ. C'est-à-dire les anciens Star Wars pouvaient nous faire rêver simplement en mettant 2 lunes au lieu d'une seule sur un désert tunisien. Ben, lui, c'est pas de la même façon, mais c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des masses tellement énormes et tellement suggérées qu'on va complètement s'imaginer le monde, et en plus, on va avoir une sensation de gigantisme, de monde à explorer assez infini, sans compter cette poésie typiquement japonaise qui arrive avec le quotidien, enfin toujours sublimer le quotidien, sublimer les choses assez simples. Pour moi, c'est vraiment le bon exemple de comment un regard peut changer n'importe quel sujet, quoi. En plus, bon, il y a un équilibre de couleurs qui est hyper bon, hyper fort. Bluffant, Ouais, c'est vraiment super. Et pour la petite histoire, j'ai eu beaucoup de bol parce qu'en fait, avec ma copine Johanna, on adore ce qu'il fait. Et quand on est allé au Japon, on s'est dit, parce que j'avais partagé ça sur les réseaux, et il y a quelqu'un qui m'a dit sur Facebook, tiens, en fait, j'ai vu qu'il avait un musée rien qu'à lui au Japon, dans une petite ville qui est au sud de Tokyo, là, une petite ville balnéaire. Et donc, alors c'était hyper dur, on a réussi à trouver parce que c'était en japonais, toutes les indications sur Internet pour essayer de trouver les horaires et ce genre de trucs. Et on a failli se tromper de gare parce qu'en plus, il y avait des noms identiques et tout ça. Et quand on s'est pointé dedans, en fait, on s'est retrouvé dans une petite maison japonaise où il y avait des cadres exposés, un truc très tranquille, une seule pièce. Et en fait, il y avait sa petite fille qui était là pour accueillir les visiteurs. C'est gratuit et tout. Et en fait, j'ai réussi à... Heureusement, on avait des amis qui parlaient un petit peu japonais avec nous et qui ont réussi à dire qu'on était de passage. Et moi, je lui ai dit que je venais de France et que j'adorais son boulot et que j'étais aussi illustrateur. Et là, d'un coup, en fait, elle l'appelle. Il était en train de dessiner derrière un mur en papier, là, typiquement japonais. Et on a eu droit à tout un cirque de ce grand maître, mais trop marrant, très rigolo, qui nous montre comment il travaille et tout, qui nous a même filé des dessins originaux, qui nous s'est mis à nous distribuer des cartes postales. Enfin, ça a été un moment assez intense. Trop bien, quoi. Je suis pas quelqu'un qui a un rapport... d'obsession de star à rencontrer des gens sincèrement. Moi, je me sens à égalité avec tout le monde, c'est-à-dire de façon générale. Non. Mais de voir ce petit bonhomme de 99 ans, toujours dans l'illustration, à composer des choses aussi modernes et aussi fraîches, ça m'a vraiment marqué. Enfin, ça m'a donné c'est-à-dire, si je peux finir comme lui, ce serait vraiment super cool, quoi. Ouais. Puisque tu es super tranquille à accueillir des gens, à faire « Oh, mais ça vous intéresse vraiment, en fait, mais venez voir et tout, c'est trop bien. » C'est trop sympa comme moment. Bah, il était à la hauteur de la tranquillité de ces images, en fait. C'est assez fascinant. C'est extraordinaire. Merci beaucoup pour l'anecdote. En plus, ça rajoute le petit sel en plus. C'est vraiment trop bien. Si vous allez au Japon, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir son petit musée, d'essayer d'interagir. En plus, sa petite fille nous a accompagnés à un resto, enfin ce genre de truc. Mais c'était trop mignon. Mais c'est-à-dire que le trajet vaut vraiment le coup parce qu'ils sont dans une ville. Je suis désolé, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est une petite ville balnéaire du sud du Japon où il y a un grand Bouddha. Il est très connu, un grand Bouddha en métal gigantesque. C'est-à-dire que même se balader dans cette ville, c'est déjà extraordinaire et on comprend pourquoi il s'est installé là parce que ça n'a rien à voir avec Tokyo. Enfin, moi, j'aime beaucoup Tokyo, mais là, c'est carrément le Japon de Totoro, en fait, là qu'on découvre dans cette ville. D'accord. Eh ben, en tout cas, ces images nous font voyager. C'est assez fou. Clair, c'est vraiment très fort. Bah, je trouve que c'est des leçons de composition. C'est vraiment, c'est-à-dire comment positionner les éléments pour qu'ils se répondent entre eux. C'est-à-dire, il y a tout se superpose de façon à pouvoir exprimer la profondeur. Il n'y a aucun problème de tangente. C'est assez fascinant. Et on sent en plus qu'il y a des choses qui c'est de l'accident maîtrisé. C'est-à-dire la déchirure des papiers un peu organique. Tout ça, ça apporte quelque chose de très fort. Ouais, très très bien. Ok. Grosse claque visuelle, merci bien. C'est ça, ouais, merci. Donc, tous les liens sont dans la description, évidemment. Hein. Ouais, complètement. Oui. Merci beaucoup pour la découverte. Je ne connaissais pas du tout. Du coup, à qui ? Eh bien, vas-y. Eh bien, j'y vais. Alors, moi, du coup, je vais vous présenter Mathis Schrader. Je sais pas, pardon, monsieur, j'ai probablement éclaté ton nom. Et c'est un gars qui fait des petits digital painting et qui sont trop bien, enfin même des gros. Et en fait, je sais pas, il a
Il a son univers bien à lui, avec ses chara-design très arrondis, très... pas enfantin, mais presque. Enfin, si, c'est enfantin même. Et enfin, j'aime beaucoup, en fait. C'est très... Ouais, les petits monstres, ils sont vraiment adorables. C'est ça, ouais. C'est adorable. C'est ça, c'est le mot. C'est-à-dire que tous ces bonhommes, ils ont l'air trop sympas, quoi. Et puis il y a une bonne homogénéité dans toutes ces illustrations. Il y a bien vraiment sa patte, son style. Ouais. Ouais, il y a un petit Sa petite touche qui est sympa. On dirait un petit peu des personnages de stop motion et tout, c'est très mignon. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, carrément, ça fait un petit côté un peu physique, vraiment, t'as l'impression que tu peux les prendre, quoi. Puis ouais, parce qu'en fait, il a son style qui est très marqué, mais son rendu est quand même assez... Enfin, ses lumières sont quand même assez... sont bien posées, on sent bien les volumes dans ce qu'il fait et tout, et c'est très, très chouette, j'aime bien. Ouais, carrément. C'est super mignon. Voilà. Alors moi, j'ai pas été le voir au Japon dans sa cabane dans la forêt, par contre, je suis désolé. Il n'y a pas d'anecdote qui va avec, Non, mais en tout cas... non. En tout cas, c'est du super boulot qu'il fait, c'est trop cool. C'est bien sympa, ouais. Ok, Voilà. bonne découverte aussi, merci Mandra. Mais de rien. Je me lance du coup. Allez, vas-y, lance-toi. Ok, alors moi c'est une artiste qui a déjà une très bonne communauté. Mais si je la partage, parce que déjà elle a une maîtrise des formes, des couleurs et des formes qui me pètent le cerveau. Enfin, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et en fait, dernièrement, quand on va loin dans son travail, on voit ce qu'elle fait. Et en fait, dernièrement, elle a complètement viré de bord, entre guillemets, si je peux dire. Elle s'est mise à faire de l'ancrage, en fait. Et, effectivement. et moi, non, elle n'en faisait pas avant, ou voire très peu. Et en fait, je trouve ça juste incroyable, la capacité qu'elle a de s'adapter à un tout autre style. Tout autre style, on reconnaît sa patte. Enfin, il y a quelque chose quand même, il y a son esprit qui est derrière, si je peux dire. Mais juste la technique, en fait, l'appropriation de la technique, je trouve dingue. Et du coup, ça m'a un peu retourné le cerveau aussi. Et ça m'a donné plus pousser l'ancrage, parce qu'en ce moment, je suis un peu en recherche de je sais pas trop quoi faire. Il y a plein de styles différents qui me bottent et tout, mais j'ai une certaine facilité avec l'ancrage, notamment grâce à Fortails aussi, le projet de jeu vidéo sur lequel je bosse. Et en fait, l'ancrage, naturellement, ça va, je maîtrise plutôt bien. Et à voir ce qu'elle fait, je me suis dit, en fait, ce serait vraiment bien que je pousse davantage encore et que je m'y mette vraiment. Du coup, ces dessins me font du bien en ce moment et j'ai envie de le partager, donc voilà. Ouais. C'est très cool. C'est vraiment un très bon body language, hein, c'est super. Ouais. Et elle a fait des projets ArtStation et tout qui sont vraiment, vraiment cool aussi. Enfin, je sais pas, elle défonce, quoi. Et son nom, je l'ai pas dit, c'est Sacha Tudvaseva. Voilà. Ouais, non, c'est très bien. J'aime beaucoup ses courbes et tout. Ça marche très bien. Non, mais c'est des absences de courbes aussi. Enfin, genre, on dirait que c'est très cassant, alors qu'en fait, quand tu regardes précisément, c'est juste très maîtrisé et tout. Et c'est ça. Je trouve. Ouais, je sais pas, même c'est juste ses études photo. Enfin, quand tu vois le dessin et la photo, enfin, dans son dessin, il y a une petite âme en plus. Enfin, je sais pas comment expliquer. Elle transmet quelque chose qui est beau, qui est fin, qui est vachement personnel. Enfin, je sais pas, je suis juste amoureuse en fait. Donc du coup, pas du tout objective, mais voilà. Stylé, ouais. Donc voilà, c'était mon petit partage à moi. Ok. Merci. Merci. Allez, Rose, à toi. Oui, alors du coup, moi je vous partage le compte de Monsieur Boîte, qui est un dessinateur de BD français et qui fait aussi du stream sur Twitch. Et du coup, c'est vraiment cool de pouvoir... j'aime toujours beaucoup aller regarder des gens qui dessinent sur Twitch et voir chacun son état d'esprit pour travailler sur tel ou tel truc. Et du coup, je trouve qu'il a un style très... il y a des choses qui sont très variables, très, très diverses sur son compte Instagram. Mais de temps en temps, il a un style de dessin qui me parle énormément, genre vraiment beaucoup. Ça dans se voit, certaines... ouais. Il y a des trucs, des fois ça rappelle un peu Spellbound, je trouve. Dans les... Je sais pas si c'est les poses ou les visages, mais il y a un truc. Il y a un petit côté Scott Pilgrim aussi, je trouve. Oui, c'est vrai. Genre, son ancrage est chouette aussi. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ça marche bien. Ça marche très bien.
du coup, J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes qui traînent vraiment beaucoup sur Twitch et tout et qui streament souvent. C'est un truc où je vais rarement regarder. Bah, ça se démocratise beaucoup et puis c'est quand même super sympa d'échanger avec des gens pendant que tu fais ton truc. Enfin, même moi je le faisais aussi à une époque quand j'avais une bonne connexion internet. et ouais, en fait, c'est un truc, tu sais, même si t'as genre 4 viewers, tu sais, c'est là, tu discutes et c'est marrant et tu vois que y a des gens qui aiment bien ce que tu fais, même tu les connais pas, ils te connaissent pas et ils tombent sur ton truc, ils sont là, ah, c'est cool, et puis bah c'était content quoi, parce que ah bah oui, c'est clair. Ouais, tu peux échanger avec des gens et puis voilà. Ouais, bah, c'est clair. Après, c'est vrai qu'en tant que dessinateur, aller regarder des gens, des fois c'est dur parce que tu as envie de discuter. Du coup, tu discutes à l'écrit, du coup, c'est moins efficace quand tu bosses et c'est trop triste. Ouais. Mais ouais, il y a tellement de gens qui sont vraiment sympas, qui streament et qui ont des petites communautés, pas un grand nombre de personnes à la fois, qui suivent et tout. Et du coup, tu peux vraiment discuter et avoir des conversations avec les gens, justement, sur ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit BD, illustration, animation. Ça, c'est cool. Ok. Ouais. Non, c'est très, très chouette. Grave, j'aime beaucoup. Streamer les enfants, c'est important. Mais il faut une bonne connexion internet, bien sûr. Ça. On va le rappeler. Surtout si tu streames du dessin en 230p, c'est pas top quoi. Ah bah c'est dommage, c'est clair. Moi j'ai une question justement par rapport à quand vous parlez du stream et ce genre de choses. Est-ce que vous de votre côté vous essayez d'avoir une communauté en fait qui vous suit ou ce genre de truc? Non. Moi ouais, pour le coup. En fait, elle s'est formée via Spellburn, mais c'est vrai que même quand je vais streamer un peu, finalement, il y a des gens qui reviennent régulièrement. Et il y avait même des lecteurs de Spellburn qui étaient toujours là à chacun de mes streams. Merci Baptiste. Un énorme soutien quand tu streams, de ne pas être 100% seul. Et du coup, de temps en temps, tu as des gens qui arrivent, tu as 10-20 personnes, et de temps en temps, tu n'as pas grand monde. Et ouais, du coup, en fait, c'est vrai que je sais pas par rapport à quoi tu posais cette question, mais après, c'est... Parce qu'en fait, je suis des fois un petit peu désemparé, parce qu'en fait, je vois beaucoup quand j'organise des cafés créa, il y a beaucoup de gens, des jeunes illustrateurs et illustratrices qui viennent me voir, en fait, et en fait, quand ils me demandent des conseils ou ce genre de choses, en fait, généralement, ils sont... Malgré tous les conseils qu'ils me demandent, ils sont toujours en désaccord, parce qu'en fait, leur obsession... c'est la communauté sur Instagram à avoir et ensuite la communauté au sens plus large. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont prises un tout petit peu à l'envers de ce côté-là. Après, c'est mon opinion. Peut-être que je me trompe complètement. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais c'est facile aussi pour toi, tu as une énorme communauté. Mais sauf que moi, déjà, je pense pas que j'ai une communauté. J'ai juste des gens qui suivent des images que je partage. Hein, c'est surtout ça. Surtout, elle est venue justement parce que, en fait, je pense qu'en fait, c'est pas la communauté qui m'a offert mon boulot, c'est mon boulot qui m'a offert ma communauté. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça à l'envers. C'est-à-dire ils veulent avoir une communauté et après, ils se disent qu'ils vont avoir du boulot. Alors que... C'est un gros problème. Moi aussi, j'ai pas mal d'élèves qui sont là. Alors, quand je fais des démos ou quoi, c'est j'ai toujours la question, c'est est-ce que c'est important d'avoir plein de followers et tout, et la réponse, c'est déjà non. C'est sympa, mais c'est pas important, on s'en fout en fait. C'est pas ton nombre d'abos qui va te c'est donner pas du forcément travail. une bonne chose non plus. Il y a des gens pour qui ça peut être une pression et tout, voilà, c'est pas ça. nécessairement... Moi, c'est aussi un truc que j'avais quand je streamais. Ça m'arrivait plusieurs fois qu'on me dise tu veux pas ouvrir t'as pas une page de dons, comme ça on te file des sous et tout. J'étais genre mais surtout pas en fait, je veux pas. Enfin déjà gardez vos sous pour faire autre chose, et ensuite si vous commencez à me donner des sous, je vais me sentir obligé de faire des streams, j'ai plus kiffé les faire et ça va me faire chier en fait. Ouais. Et le truc, c'est que moi j'ai jamais couru après la communauté, parce que c'est pas un truc dont j'estime avoir besoin. Mais c'est vrai que je comprends que Rose, par exemple, qui elle a sa BD, c'est quand même concrètement, ta BD c'est quand même concrètement ton boulot. Ta BD, elle fonctionne grâce aux gens, donc toi c'est normal que tu cherches à être plus visible. Et puis en fait, même avant, je cherchais pas à avoir une commu. C'est en créant cette BD en ligne, avoir des gens qui... Ça me motivait énormément, ça m'a permis de pouvoir continuer, ce qui m'a permis de m'améliorer beaucoup, etc. Mais en plus, en fait, la communauté, elle s'est créée petit à petit. Et là, je me suis rendu compte que les gens qui me lisaient, ça leur apportait vraiment quelque chose. Et moi aussi, il m'apporte énormément d'argent d'or. Ça me fait énormément plaisir de voir
des gens qui ont... Enfin, je fais des trucs, des contenus très LGBT, et du coup, d'avoir ce rassemblement un peu en mode safe space sur Discord. Et puis, du coup, ils ont aussi envie de me soutenir financièrement pour ceux qui peuvent se le permettre, qui ont un job et pas de problème de thunes. À chaque fois, je leur repréviens 50 fois quand j'ai un nouveau... quelqu'un qui me donne des sous sur Patreon, que genre, surtout, il faut jamais se sentir coupable de plus, s'ils peuvent plus ou quoi que ce soit, et que, enfin voilà. Mais du coup, c'est la communauté, elle a commencé à se créer, elle est pas grosse du tout, mais elle est très... Ils partagent beaucoup de choses ensemble, il y en a qui traduisent en russe, il y en a... Enfin, elle était là, je me suis rendu compte que petit à petit elle était en train de naître, et là ça m'a vraiment beaucoup touchée, et c'est super. Mais c'est pas du tout quelque chose que je suis allée chercher, ni quelque chose, c'est pas ça en fait qui m'apporte la majeure partie de ma thune. Puis aussi il y a un truc, c'est que en fait pour moi, rechercher une communauté, donc avoir beaucoup de likes et de machins et d'interactions sur Insta et trucs, c'est un gros piège, parce qu'en fait on a déjà bien assez de problèmes dans nos petites têtes d'artistes, de genre je suis pas assez bon, j'arrive pas, je galère avec ma perspective, ce que je fais c'est moche, ce qui fait mon voisin c'est mieux et machin. Pour en plus te rajouter une couche de oh putain, et en plus j'ai pas eu de like, je suis trop nul et tout ça. Et le truc c'est que pour moi là, comme tu disais Sylvain, la communauté c'est une conséquence et pas un but en fait. Et du coup si tu commences en fait à chercher à avoir une communauté, des likes et des trucs, tu risques d'être déçu, parce qu'en fait tu peux pas, en fait c'est un truc sur lequel tu n'as aucune influence, à moins que tu ailles payer des pubs sur Facebook. Il y avait des gens qui en parlaient pendant le Livebox Expo, et il faudrait du coup que je link peut-être 2 talks là-dessus. Il y en avait un talk où il y avait entre autres du coup une fille qui avait vraiment commencé que par poster des fanarts et des trucs comme ça, et qui s'est formé une grosse communauté. Et en fait, son travail a été consistant, etc. Et elle a fini par être vue à... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais du coup, à un très gros studio. Elle a été embauchée du coup assez jeune dans ce très gros studio. Mais il y a aussi des gens qui parlaient du fait d'avoir une communauté pour être un artiste indépendant, qui n'est pas tout à fait la même chose qu'être freelance, et qui, effectivement, là, tu dépends de ta communauté. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que... Enfin, il va quand même falloir un moment pendant lequel tu veux chercher... Moi, pour moi, c'est genre... c'est plus... Tu fais ton truc, ta communauté, elle arrive, et au bout d'un moment, tu te dis « Ah tiens, ma communauté est assez grosse pour que je puisse vivre grâce à elle », et pas « Tu cherches à vivre grâce à elle », en fait. Ouais, après, ça n'a même pas besoin d'être une grosse communauté, mais juste des gens qui qui trouvent que ce que tu fais leur rapporte suffisamment. Oui, non, mais grosse, c'est investi, c'est ça que je veux dire, en fait. Oui. Ouais. Mais ça, justement, ça vous fait pas flipper de ça, d'être dépendant d'une communauté, parce que j'ai l'impression qu'il suffit qu'un réseau social change de système, ou qu'il se ferme, ou qu'il évolue, et ça retransforme tout. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est ultra dépendant, en fait, d'un fonctionnement, d'un truc qui en plus évolue tous les 2 ans, tu vois. Mais après, pas forcément, parce que si jamais tu peux jouer la carte de ne pas avoir tous tes œufs dans le même panier et avoir beaucoup de... On peut prendre un exemple, Tumblr, quand ils ont fermé quand ils ont voulu aller sur l'Apple Store, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent donc que Tumblr avait une énorme communauté de gens qui partageaient des dessins NSAW. Pornographiques, quoi. Ouais, voilà, pornographiques, et en fait, tu avais énormément de gens qui vivaient de ça et qui partageaient via Tumblr. Alors du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont retournés vers d'autres sites comme Hentai Foundry ou Twitter. Et je pense que l'un dans l'autre, quand tu as réussi à créer ta communauté, tu peux, et là du coup c'est le truc auquel il faut réfléchir, c'est essayer de voir leur dire justement, pour le cas où à un moment donné, la plateforme sur laquelle là on communique bien se casse la gueule, je vous donne régulièrement mon propre site perso sur lequel les infos sont hébergées, etc. Genre que ce soit un Linktree ou un site même fait sur un truc qui t'aide à préférer un site, où tu peux ensuite dire genre en ce moment je le poste beaucoup plus sur telle plateforme, voilà comment ça fonctionne, et à chaque fois essayer qu'il y ait un truc... mais t'es sur une pédagogie constante par rapport à ça, en fait, t'es obligé tous les jours... énorme. Après, parce que... Ouais. Pour moi, c'est une question que je me pose, juste, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est juste parce que en fait, je vois énormément de gens qui ont du talent, en fait, ou des gens qui ont des bonnes compétences en dessin, ce genre de choses, qui pourraient avoir de super postes dans le jeu vidéo ou dans tout ce qui est travail d'art appliqué, en fait, de travailler soit en studio ou en freelance pour studio,
mais qui tiennent absolument à avoir plutôt une démarche en quelque sorte d'auteur. Et tu vois, ils en font des pieds et des mains pour avoir un Patreon, et quand je vois sur le Patreon 20 €, 50 € par mois, tu vois, et je me dis, mais ça me fait vraiment mal au cœur, en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression qu'en fait, le Patreon, c'est un peu comme le loto, c'est-à-dire que comme il y a quelques personnes qui ont gagné ce truc-là, tout le monde veut participer, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de hasard 100% non plus, contrairement au loto quand même. Mais par contre, c'est énormément de travail sur la partie communication, et les gens qui ne vivent que de ça ne peuvent passer que 4-5 heures à dessiner par jour, et le reste de leur temps de travail, c'est s'occuper des réseaux sociaux, s'occuper de peut-être envoyer des prints, etc. Et du coup, c'est vraiment beaucoup de temps, c'est un gros investissement en temps. Et ça, c'est quelque chose moi que j'ai fail de réaliser plus tôt aussi. Et du coup, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à me dire, genre, il faut juste que je dessine tout le temps, et pas du tout assez démarcher, pas du tout assez être présente en ligne et ce genre de choses. Et ouais, et ça, par contre, c'est clair que si les gens... Enfin, il y a tout un côté, genre, même au-delà de passer du temps sur les réseaux sociaux, c'est genre aussi le faire intelligemment, se dire comment aller trouver, enfin, avoir tout un aspect marketing, en fait, comme une entreprise, de se dire comment est-ce que je vais aller trouver mon public cible, les gens qui vont apprécier ce que je propose et à qui ça va vraiment apporter des choses, comment leur dire bonjour, j'existe, ce que je fais, ça peut vous parler, qu'est-ce que ça a de un peu différent de tous les autres, mais pourquoi est-ce que ça va quand même vous parler, et le faire constamment, et pas se dire je fais en fonction de ce que j'aime et de ce que j'ai envie de faire, et donc je change du jour au lendemain complètement de style, parce que les gens vont quand même attendre de revenir pour trouver quelque chose de régulier, et c'est normal et c'est humain, quoi. Et du coup, ouais, c'est vraiment un énorme travail de commercial qui peut parfois un peu faire... quand tu te renseignes sur les trucs commerciaux et tout, des fois, tu te vomis un petit peu dans la gorge, hein, quand même. On va pas se mentir. Voilà. En fait, il y a aussi un autre truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait, je vois des gens qui font ça, ils s'épuisent pendant 2 ans à essayer de monter un Patreon qui va pas s'envoler. Et suite à ça, ils abandonnent tout. En fait, c'est-à-dire, ils changent de métier. Alors qu'ils ont pas voulu essayer l'industrie, mais ils se disent que comme ils n'ont pas réussi déjà sur Patreon, c'est même pas la peine d'essayer l'industrie, alors que des fois, c'est tout le contraire. Enfin, en fait, pour moi, c'est encore une fois, c'est prendre le problème à l'envers. En fait, c'est que ils essaient t'en as qui essaient du coup comme tu disais, d'ouvrir un Patreon alors qu'ils en sont, disons, à la moitié du chemin pour avoir vraiment un niveau peut-être professionnel. Du coup, comme ils sont moins bons que les autres personnes qui ont un Patreon qui marche bien, bah ça décolle pas, et donc ils abandonnent, alors qu'en fait les efforts qu'ils ont mis dans leur Patreon, peut-être qu'ils auraient dû les mettre dans le fait juste de progresser eux dans leur coin, pour pouvoir justement obtenir cette communauté. Ça peut être le cas. Après, parfois, tu n'as pas un super niveau et tu peux quand même avoir une communauté. Ah oui, non, mais je connais plein d'artistes qui ont un niveau clairement, c'est étudiant, voire même lycéen, et c'est pas péjoratif du tout, hein, au contraire. Hein, oui, chacun son niveau et son temps. Tu sens clairement qu'ils n'ont pas une patte de professionnel, etc., mais qui ont des communautés qui sont énormes. Oui, mais tout ça, en fait, je pense que le problème de se dire oh, Patreon, si j'arrive pas à Patreon, j'arrive pas au reste, c'est parce que c'est des gens qui oublient peut-être de voir à quel point Patreon, c'est facile de se faire un compte Patreon, mais toute la partie vraiment à côté, c'est vraiment, il faut l'envisager comme si tu te créais une entreprise où il va falloir que tu portes énormément de casquettes, à savoir du coup PR, je sais plus, genre public... responsable public, quoi, on va dire. Du coup, démarcher sur les réseaux sociaux, te faire un cercle de gens avec qui tu vas pouvoir échanger, te partager, et tout d'autres gens qui font la même chose, du coup, pour pouvoir partager un peu, entre guillemets, les viewers, pour se dire hey, regardez, si vous aimez bien ce que moi je fais, vous aimerez peut-être bien ce que fait cette personne, et du coup, tu partages un peu ton pool de spectateurs. Et vraiment une énorme partie comme si tu étais une entreprise qui ne cherchait pas juste à faire de l'outsourcing ou un truc comme ça, mais carrément tout un truc où tu vends à des particuliers. Et quand tu travailles en business to business,
c'est quand même pas la même chose que quand tu travailles en business to client, quoi. Il y a énormément plus d'étapes, j'ai l'impression en tout cas, depuis ce que moi j'ai pu tester et voir, et les expériences d'autres gens que j'ai pu voir. Tu as beaucoup plus d'étapes en business to client, du coup de travailler pour des particuliers, pour que les particuliers ils savent que tu existes, enfin ils sachent que tu existes alors qu'ils ne te cherchent pas, et qu'ils aient envie de continuer de te soutenir parce que tu leur apportes quelque chose qui leur a plu. Et du coup, ça, je pense pas que ce soit tant une question de niveau qu'une question d'un investissement énorme. Et effectivement, si tu burn out c'est du clair, coup, au bout de après, 2 ans, c'est clair que il vaut mieux c'est un poster très facteur. un dessin moyen par jour plutôt qu'un dessin qui défonce tous les 6 mois, quoi. Enfin, si tu veux faire grossir ta commu, en tout cas, le plus efficace, c'est plutôt un dessin par jour que Et un ça, gros même par ça, an, tu quoi. vois, il n'y a pas de règle absolue, parce que regarde Calm, qui du coup est quelqu'un qui fait du dessin pornographique, et il poste une fois par mois, et pour autant, c'est l'un des plus gros noms dans le milieu, et il a commencé tranquillement, mais en attendant, étant donné qu'il a un niveau extrêmement qualitatif, il fait vraiment des choses, il a un niveau technique qui est très bon et tout, et ben du coup, c'est totalement... c'est totalement apprécié, et il est très soutenu, quoi. Ouais. Et évidemment, il n'a pas commencé comme ça direct avec une énorme commu, mais en attendant, il a quand même... il n'a jamais été extrêmement rapide. Ouais. Ouais. Ok. Je ne te connaissais pas. Tu connaissais pas Calm? Non. D'accord. Je ne connais pas non plus. Comme c'est Ah oui, porno, c'est vrai. peut-être Moi non plus, je connais pas. Ouais. Non, On mettra arrête, Anis. peut-être un lien dans la description. Oui. Parce que c'est porno. C'est quand même vraiment très très beau. Après, voilà, faut pas cliquer si jamais on n'a pas du tout envie de... On en discutera, Mais oui. on en discutera après le podcast pour savoir si oui ou non on met ça dans la description. Oui. Voilà. D'ailleurs, il est bientôt l'heure d'arrêter, il me Oui, semble. tout à fait. D'aller manger mexicain. Eh oui. Et bien, Et bien du coup, merci beaucoup merci d'être venu. Sylvain, vraiment, d'être venu, ça nous a fait très plaisir. Bah, avec plaisir, merci d'avoir accueilli. Ouais, je t'en prie. Et puis, Et merci d'avoir raconté ton parcours aussi, qui est, Ouais. moi pour ma part, ça a été très inspirant de t'écouter. Du coup, j'ai pas beaucoup parlé, je t'ai surtout écé. Désolée elle a pris d'ailleurs. des de notes t'avoir- pendant 1h30 en fait. Ça me met des Ouais, paillettes dans les mais yeux. c'est franchement très inspirant et Bah, j'espère que c'était Et, intéressant et que c'était pas trop speed parce que j'ai Non, essayé de raconter c'était ça à toute Non, vitesse. du tout. Pas du tout. Non, Du franchement, tout. c'était impeccable. Mais c'est clair que tu as eu beaucoup d'expérience, en tout cas très riche. Donc du coup, c'est Ouais. très inspirant, très motivant aussi. Donc merci beaucoup, en tout cas, d'avoir voulu participer et Ben, merci à vous. d'avoir joué le jeu. Donc c'est cool. Merci beaucoup. Et merci d'avoir écouté. Oui. Oui, aussi. Merci à vous merci d'avoir d'avoir écouté. écouté. N'hésitez pas vraiment à partager cet épisode au maximum. Hein. Ça nous fait plaisir, ça coûte pas grand chose. Et à nous suivre aussi sur Twitter, sur Instagram, et c'est tout. Je crois que- Voilà. Voilà. Et venez sur Discord, envoyez des mails venez et discuter sur venez, Discord. venez Voilà. faire des Vous avez bisous. des On a questions une et adresse tout. mail si vous avez des questions. Et puis, eh bien, à la semaine prochaine. C'est ça. Ouais. Salut. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut. Allez, ciao.